Les entreprises face aux limites planétaires. Bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Clémence Marc. Bonjour Clémence. Bonjour Cyrus. Clémence, tu es docteur en pharmacie, experte des questions tournant autour des médicaments. Tu as travaillé dans le conseil en stratégie pour l'industrie pharmaceutique. Tu as fait des missions de gestion de projet, de marketing, vente et aussi dans le domaine médical, donc en lien direct avec les hôpitaux pour développer des essais cliniques. Depuis plus récemment, tu as travaillé dans un cluster industriel des sites de production pharmaceutique français où se posent entre autres des questions de souveraineté sanitaire et de relocalisation dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de l'industrie pharmaceutique, ça concerne tout le monde, les médicaments. Voilà, on vit tous peut-être certaines pénuries actuellement. On va en parler, essayer d'en expliquer les raisons, à la fois les causes internationales et les causes spécifiquement françaises, puis développer des perspectives autour de ces pénuries et de nos approvisionnements futurs. On va parler des plans du gouvernement avec toi, Clémence. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas vraiment de plan et de stratégie pharmaceutique. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont certes perfectibles et on va en parler. Et puis, ce que l'avenir nous réserve les prochaines décennies, est-ce que ces pénuries pourraient s'atténuer? Est-ce qu'elles pourraient s'accentuer? Si oui, pourquoi? On va parler aussi de tout ça en lien avec la question énergétique que beaucoup de nos auditeurs affectionnent. En quoi est-ce que ces questions énergétiques requestionnent le modèle économique des entreprises pharmaceutiques? Est-ce que Big Pharma est destiné à la faillite ou est-ce qu'ils sauront être résilients? Parallèlement, Clémence, tu es aussi présidente de l'association Adrastia, une association qui, on va dire, un lieu à la fois d'écoute et de débat autour des sujets de risque systémique. Et donc toi-même, tu es assez passionné des sujets liés aux limites planétaires. Tu as déjà fait plusieurs interviews dans des podcasts, donc GMP, Good Manufacturing Podcast, et plus récemment en mai sur Thinkerview, pour nous parler un petit peu de tout ça, des mêmes sujets. Il s'est passé pas mal de choses depuis mai, donc on va pouvoir faire un point sur l'actualité. En tout cas, je recommande évidemment cette interview de Clémence sur Thinkerview. Et contrairement à Sky, je vais beaucoup moins t'interrompre et t'écouter. Peut-être en intro, si tu nous fais un petit peu de pédagogie sur, au final, c'est quoi un médicament, c'est quoi l'industrie pharmaceutique, voilà. Merci Cyrus. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation à venir parler sur ta chaîne Plan B que je suis depuis longtemps. Donc effectivement, en introduction, juste pour parler le même langage, pour savoir un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler. Un médicament, ça peut être beaucoup de choses. Donc sa définition, un médicament à usage humain, c'est une substance qui va être administrée à l'homme avec un objectif soit curatif, soit préventif, soit diagnostique à l'égard d'une maladie humaine. Donc, par exemple, un produit de contraste que tu vas prendre avant une IRM, c'est un médicament. Et ça peut avoir différents modes d'action, un médicament. Ça peut être un mode d'action pharmacologique. Alors ça, c'est le plus classique. Ça va être une molécule qui va aller dans le corps interagir avec un récepteur. Ça peut être un mode d'action immunologique. Et donc là, un vaccin, donc c'est un médicament, donc avec une visée préventive, ou un effet métabolique. Donc métabolique, ça peut être plein de choses, mais ça peut être typiquement des médicaments qui vont pas forcément, dont la molécule va pas forcément passer dans le sang. Smecta, par exemple, Maalox, tout le monde connaît ça. Voilà, donc c'est des produits qui ont un mode d'action qui est différent, mais qui restent des médicaments. Pour avoir une idée de ce que ça représente en France, on a environ 2800 substances actives qui sont utilisées. Elles n'ont pas toutes le même niveau d'utilité, évidemment. Ça représente un peu plus de 8000 spécialités pharmaceutiques. Donc une spécialité pharmaceutique, globalement, c'est un médicament avec son dosage et sa forme, et un peu plus de 13 000 présentations. Pour donner les ordres de grandeur. Alors, la présentation, ça va être le fait que, par exemple, ton médicament, il peut se présenter de plein de façons différentes. Ton médicament X, tu peux l'avoir en 10, en 20, en 30 mg, et puis tu peux avoir des boîtes de 7, de 14, de 28, etc. C'est pour ça que le nombre de présentations, en fait, est assez important. Un médicament, son usage, en fait, il va être déterminé par son développement clinique. C'est ça qui va faire qu'il va devenir un traitement de telle ou telle pathologie pour tel ou tel patient. Donc ce développement clinique, cette recherche-là, c'est quelque chose qui est très long, donc qui dure en moyenne 8 à 10 ans, donc avec une phase préclinique chez les animaux non humains, après 3 phases chez l'humain.
Et donc, c'est ça qui coûte particulièrement cher, contrairement à ce qu'on pense. Alors, il y a beaucoup de valeur, c'est sûr, dans la découverte de la molécule qui va être candidat médicament, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de valeur dans le dossier clinique, en fait, qui va constituer le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Alors, il y a pas mal d'études qui ont essayé d'estimer le coût de développement d'un médicament. C'est pas simple. Et les données sont pas forcément hyper récentes, mais aujourd'hui, on serait entre 800 millions et 1,6 milliard de dollars. Ça peut aller vachement plus haut, ça peut aller jusqu'à plus de 2 milliards pour certains anticancéreux ou immunomodulateurs. Mais globalement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est des coûts qui déjà, entre 76 et 2001, avaient été multipliés par 6 et qui, je pense, depuis 2001, ont encore beaucoup augmenté. Donc, Pourquoi? donc c'est des investissements qui sont colossaux. Alors pourquoi déjà, tu vas avoir un taux de succès qui a beaucoup diminué. Il y a une époque où on était. Alors, le taux de succès, ça va être le taux de succès de ton candidat médicament quand il rentre en phase clinique, c'est-à-dire globalement entre la phase 1 et l'AMM. Il y a une époque où on était un peu plus de 20% et maintenant on est plutôt aux alentours de 10%. 10%, ça veut dire qu'en gros, il y en a 1 sur 10 que tu vas retenir. Il y en a certains que tu vas abandonner en phase 1, en phase 2 et certains que tu vas abandonner en phase 3. Donc là, autant te dire que ça t'a déjà coûté extrêmement cher et c'est courant. C'est courant en fait que des médicaments soient abandonnés. Donc on n'a pas forcément cette notion-là, mais quand on a un médicament qui arrive sur le marché, globalement, il y en a 9 qui se sont cassés la figure Mhm. en cours de route. Alors, comment se fait-il pour le vaccin Covid que j'ai l'impression que le taux d'échec a été de 9 sur 10, parce que beaucoup de boîtes ont réussi à en développer? Et surtout, comment ça se fait qu'on ait réussi en 9 mois ou 10 mois à sortir des médicaments? Alors pourquoi? Bah, déjà parce qu'en fait on maîtrisait déjà la technologie, donc la technologie ARN qui était utilisée pour d'autres pathologies depuis longtemps. Ensuite, il y en a quand même un certain nombre qui se sont alors cassés la gueule ou pas. Moi, j'ai pas connaissance de tous les candidats qui ont été complètement arrêtés. Après, il y en a qui ont été retardés. Le truc, c'est qu'il y en a un qui a gagné, c'est le premier qui a été disponible. Voilà. Après, il y en a d'autres qui ont été disponibles aussi, mais avec des résultats qui étaient moins bons, avec d'autres technologies. Mais globalement, bah, je pense par exemple à notre vaccin français de Sanofi, en fait, qui a eu un pépin en phase 2 et qui a dû reprendre et qui a pris un retard qui a fait que il est arrivé un peu trop tard. Le Mhm. vaccin a été développé et aujourd'hui, il est indiqué pour le rappel, en fait, pour le rappel de vaccination. La recherche, c'est une course et puis des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. Voilà. Donc parfois, il y a des phases qu'il faut reprendre et voilà, et on perd un temps précieux. Et en l'occurrence, dans le cas du Covid, là, on était vraiment sur une course contre la montre. Bon, ça avait aussi des avantages, cette course contre la montre, juste pour fermer cette petite parenthèse, c'est que souvent dans les essais cliniques, une des choses qui font que c'est sinon un gros challenge, c'est le recrutement des patients. Donc ça paraît bête, mais en fonction des pathologies, donc toi tu définis ton protocole clinique, c'est-à-dire que tu vas avoir des patients qui répondent en fait à un certain nombre de critères d'inclusion. Tu vas aussi avoir des critères d'exclusion. Donc, tu cherches des patients précis. Et ces patients précis, il faut attendre qu'ils passent la porte du cabinet de ton médecin investigateur à l'hôpital. Et parfois, pour certains médicaments, ce qui est très très long, c'est ce temps de recrutement. C'est-à-dire que il faut attendre plusieurs années avant que tu arrives au nombre de patients cibles. Alors ça, ce sont des calculs biostatistiques qui sont assez complexes, mais on sait qu'il faut qu'il y ait tant de patients qui soient inclus pour avoir la puissance statistique pour pouvoir démontrer l'efficacité. Donc, bon, t'imagines que quand tu es sur une maladie qui est relativement peu fréquente, alors l'avantage, c'est que statistiquement, tu as besoin de moins de patients pour démontrer, mais parfois, tu risques de les attendre longtemps. Parce que les patients, sauf dans des cas particuliers où les investigateurs les connaissent, savent les identifier, il faut attendre qu'ils viennent chez le médecin, ces patients-là. Et la chance qu'on avait, entre guillemets, pendant le Covid, Ouais, c'est il qu'on y avait beaucoup de patients. manquait pas voilà, de patients potentiels à inclure dans ces essais. Et c'est pour ça que le développement a été particulièrement rapide, c'est parce que le recrutement a été rapide comme on n'a jamais vu. Ce qui fait que ça a pu être bouclé beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Donc Ok. certains d'ailleurs avaient utilisé ça comme un mauvais argument en disant oui, la date de fin de l'essai devait être ça. Non, ça c'est une date prévisionnelle qu'on se donne. Mettons genre on se donne 2 ans pour recruter. Si au bout de 6 mois on a recruté tout le monde, qu'on a eu énormément de chance, l'essai est bouclé à partir du moment où on a rempli le quota. Voilà, petite parenthèse. Alors il y avait ça pour revenir à la raison de l'augmentation de ces coûts, ça, puis augmentation du coût du capital aussi.
Voilà, qui a fait que ça coûte si cher aujourd'hui de développer un médicament. Alors du coup, ce médicament, il est protégé. Donc là non plus, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez complexe juridiquement. Classiquement, la principale protection d'un médicament, c'est le brevet qui va porter sur son principe actif. Voilà. Mais pas que, parce qu'il y a aussi un système de protection de ces fameuses données cliniques qui représentent une grande valeur en fait du médicament, donc une protection de 8 à 10 ans sur ces données. Voilà, mais qui souvent se retrouve inclus dans le brevet. Le brevet sur le principe actif, classiquement, en général, un médicament, il va être protégé en termes, alors je parle d'exclusivité commerciale, hein, pendant une période d'à peu près 10 ans. Voilà, donc parce que le brevet, il est déposé bien avant que le médicament soit commercialisé. Le brevet, on le dépose avant même d'avoir commencé les phases de développement. Donc c'est une particularité du médicament. Il y a aussi ce qu'on appelle un CCP qui est associé à ce brevet particulier, justement pour essayer de garantir une exploitation commerciale exclusive d'environ 10 ans. Voilà. Donc, Bien. ça donne quoi? Ça nous donne des médicaments qu'on va appeler innovants, alors que je vais appeler innovants. Donc là, c'est pas au sens médical du terme. Normalement, ils apportent quelque chose de nouveau, mais c'est plutôt dans le sens médicament protégé. Donc un médicament innovant, c'est un médicament qui a été découvert et ou développé par un laboratoire qui le commercialise de façon exclusive. Ça veut dire qu'en fait, on a un producteur pour ce médicament-là. À partir du moment où cette protection tombe, donc le médicament tombe dans le domaine public, et à partir de là, du coup, il va être génériqué. Donc là aussi, pour rester simple, on reste sur le médicament chimique, le profil le plus facile. Et donc là, il y a des génériques qui vont être commercialisés, c'est-à-dire que là où tu avais ton médicament alpha qui était commercialisé exclusivement par le laboratoire découvreur, d'un seul coup, en fait, ce médicament, il va être à ce moment-là commercialisé par, je sais pas, 10 génériqueurs, par exemple. Donc ça, c'est hyper important de garder ça en tête parce que ça veut dire qu'en fait, c'est un transfert de vente. Et pour toutes les questions de production et approvisionnement, c'est clé pour comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, les ventes en fait du laboratoire initial, elles chutent Ah oui. totalement. Ah, Oui, bah, et le mais prix souvent, aussi, j'imagine. alors ouais, les génériques, alors à ce jour, quand ils rentrent, les génériques, ils rentrent avec un PFHT, donc c'est-à-dire le prix fabricant, prix qui est payé au laboratoire, à moins 60% direct. Voilà. Et puis ensuite, après, les prix sont baissés de façon régulière. Aujourd'hui, la raison d'être du générique, c'est avant tout le prix. C'est-à-dire qu'ils apportent rien d'autre. Ils font référence au dossier clinique du médicament original. Ils font quand même une étude de bioéquivalence pour montrer que globalement, il y a la même chose dedans et que ça a à peu près le même effet. Mais leur seul argument de vente et leur seule raison d'être, c'est d'être moins cher. Voilà. Et donc ce qui fait que si on te prescrit, si ton médecin continue de te prescrire le médicament alpha, toi, tu vas avoir un générique à la place. Parce que le pharmacien a la possibilité de substituer. Voilà, Ok. donc c'est important de garder ça en tête parce que bien souvent, on entend des raccourcis qui sont pas justes en fait. De se dire par exemple, la production, le laboratoire a délocalisé la production de son médicament et en fait, non, c'est juste qu'en fait, les ventes lui ont complètement échappé. C'est-à-dire que d'un seul coup, ces ventes, elles ont fait moins 80 donc globalement, il le vend plus. Ce sont d'autres qui le vendent et qui ont une C'est un production fabricant indien qui fabrique un générique et nous le vend, quoi, ou globalement. Enfin, par exemple. Voilà, exactement. Donc c'est pas le laboratoire original qui a décidé de délocaliser sa production en Inde. ouais, non, En c'est l'occurrence. important à savoir pour la suite aussi quand on va parler de. Ok. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc c'est une délocalisation qui est liée en fait à la filière d'approvisionnement de ce médicament qui a changé. Voilà. Peut-être ça permet de faire le pont sur finalement l'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en France, comment elle s'est transformée depuis, je sais pas, si on prend une vingtaine d'années. Et avant, peut-être de dire une industrie pharmaceutique, c'est quoi? Elle est composée de quel type d'acteurs? Ouais, c'est quoi et c'est qui en fait? Exactement. On met beaucoup de choses dans l'industrie pharmaceutique. Alors, tout au long du développement en fait du médicament, tu vas avoir plusieurs phases. Tu vas avoir d'abord une phase de recherche fondamentale qui va permettre d'identifier, le candidat médicament. À partir de là, tu vas avoir deux phases de développement. Ça va être le développement galénique. Donc, tu as identifié ta molécule,
qu'est-ce que tu vas en faire? Comment est-ce que tu vas pouvoir l'administrer? Est-ce que tu vas en faire un produit injectable parce que c'est hyper fragile et c'est détruit dans l'estomac? Est-ce que tu vas en faire un comprimé? Est-ce que tu vas en faire une gélule, etc. Donc ça, c'est toute la partie galénique formulation. Ensuite, tu vas avoir une étape de façonnage. Donc là, quand tu passes en production industrielle, tu vas avoir la formulation de ce médicament. C'est-à-dire que tu as le principe actif qui va arriver d'un autre métier qui est la chimie fine. Tu vas recevoir ton baril de poudre. Comment est-ce que tu vas le transformer en médicament? Concrètement, donc, ce que tu as décidé de faire, la gélule, du comprimé ou autre, ou en sachet, par exemple. Donc ça, c'est la partie façonnage, formulation. Et ensuite, la dernière partie, c'est le conditionnement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes comprimés, eh ben, il faut les mettre dans des blisters ou dans des flacons et ensuite dans des boîtes en carton avec leur notice. Voilà, donc ça, c'est tous les métiers qu'on retrouve sur la chaîne de production du médicament. Euh, donc dans tout ça, tu vas avoir des labos qui font tout. J'aime bien prendre l'exemple de Sanofi parce qu'en plus, ils font tout jusqu'à la logistique au bout. C'est un bon exemple. Ils ont de la recherche, ils ont des sites de chimie fine qui produisent des principes actifs. Ils ont bien sûr des sites de façonnage, de conditionnement et ils font aussi de la logistique. Mais tu peux aussi trouver des acteurs indépendants, des prestataires sur quasiment toutes ces composantes, sachant que la particularité du laboratoire qu'on connaît en général, c'est pas ce qu'ils commercialisent. Donc ça, c'est encore après voilà, la phase la plus aval, c'est celui qui va faire la promotion, la présentation et le développement clinique du médicament. Donc tu peux trouver des groupes qui sont très intégrés, des groupes qui sont beaucoup moins intégrés. Et en fait, la particularité de ces 20-30 dernières années, c'est que ça a vu justement le développement de plein de prestataires. C'est-à-dire, tu vas avoir des prestataires qui vont faire spécifiquement du façonnage, donc les façonniers qu'on appelle les CDMO. Donc ça devient de plus en plus connu. Il y en a beaucoup en France. Alors ils sont autour de chez vous, mais vous savez pas que c'est eux. Alors ils s'appellent Delpharm, ils s'appellent Créapharm, ils s'appellent Récifarm, ils s'appellent Unitaire. Alors il y en a plein. Et ils sont présents un peu partout en France. En fait, Il va y tu avoir es un peu en train de nous dire, dans l'industrie pharma, par exemple, en France, en fait, il y a des dizaines, peut-être même centaines de PME. C'est pas que quelques grosses boîtes Ouais, connues. PME, ETI, tout à fait. Exactement, c'est en fait une myriade d'acteurs qui vont faire tout ou partie de la fabrication de ce médicament. Il y en a qui vont être des spécialistes de la recherche, par exemple, notamment pour la partie préclinique, qui est quand même assez particulière. C'est-à-dire que c'est pas sur l'humain. Donc ça se fait en laboratoire. Donc il y en a qui sont ultra spécialisés là-dedans. La chimie fine, emblématique quand même, aussi la chimie fine. Donc là, c'est vraiment un métier qui est très très particulier. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis la partie logistique aussi. Donc là, on a des grands acteurs sur la logistique et la chaîne logistique du médicament, c'est hyper important. Donc on va avoir ceux qui sont les plus connus, qui sont les grossistes répartiteurs. Je pense que vous avez tous vu passer leurs camionnettes en ville. Donc c'est ceux qui livrent les officines 2 fois par jour en ville, qui sont des acteurs qui ont une obligation de service public, qui sont des acteurs clés de cette logistique et qui font que le médicament est acheminé hyper vite jusqu'à vous en fait. Donc ce sont des grossistes comme leur nom l'indique. Donc ce sont des organismes qui sont propriétaires de leur stock, donc qui achètent les médicaments pour les revendre et les dispatcher sur le territoire. Un autre métier qui sont les dépositaires, donc eux c'est vraiment les logisticiens. Donc eux ils sont pas propriétaires, par contre ils proposent des prestations de stockage des médicaments et éventuellement de vente directe. Alors après, ils vont les transférer soit aux grossistes répartiteurs, soit aux hôpitaux, soit parfois directement aux pharmacies. Donc des acteurs dont le rôle est grandissant, plus on oblige les laboratoires à avoir des stocks sur le territoire, plus ils font recours à ce genre d'acteurs. Parce que tous les laboratoires n'ont pas des grands entrepôts sur le sol français qui leur permettent de stocker des médicaments, parfois dans des conditions particulières. Et puis au bout de la chaîne, bien sûr, les officines. On a la chance en France d'avoir un réseau hyper dense Ah ça, oui. d'officines. On ne se rend pas compte, souvent, je pense, de la chance qu'on a par rapport à d'autres pays. À la fois parce que c'est un réseau qui est dense, donc on a alors pas tous une pharmacie au coin de la rue, mais même en milieu rural, on a quand même des pharmacies qui sont relativement proches. Et on a des approvisionnements qui sont sûrs. Ça aussi, les contrefaçons, c'est un truc qu'on ne connaît pas en France. Bon, là, je sors un D'accord. petit peu du cadre, mais sachez qu'il y a beaucoup de pays, y compris des pays européens, où vous avez un risque de tomber sur une contrefaçon, même achetée en pharmacie.
Voilà, nous, on a la chance d'avoir un circuit hyper protégé, hyper préservé, très contrôlé, qui fait que vous ne tomberez jamais sur une contrefaçon dans une officine française. Et Voilà. alors, comment se porte toute cette filière? C'est quoi les grandes transformations depuis, je sais pas, 10, 20 ans? Et ça va nous permettre de petit à petit aller Ouais. expliquer aussi d'où viennent ces pénuries. Alors, quantitativement déjà, en France, on a aujourd'hui encore 271 sites industriels pharmaceutiques, donc qui ont été, recensés par le LEM, donc c'est quand même pas mal. Ça a pas tant varié que ça en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur les dernières années, dont, 74 façonniers. Voilà, donc une partie, grandissante de façonnés, 32 sites de bioproduction. Alors je m'étendrai pas trop sur la question des biomédicaments qui est un peu particulière, mais voilà, donc un certain nombre de sites de bioproduction, aussi. La particularité en fait de nos sites de production français, c'est qu'ils sont pas mal tournés vers l'export. Alors ça, c'est lié à une évolution en fait, globale sur ces dernières années du marché du médicament. On a un marché qui s'est énormément concentré et spécialisé, donc ça, c'est la mondialisation. Donc aujourd'hui, les sites, qui produisent un médicament, ils le produisent pour, énormément de pays, dans le monde. Donc, alors pour revenir juste sur la particularité de la bioproduction en France, parce que je trouve ça assez emblématique, sur les biomédicaments, par exemple, 95% de ce qu'on produit sur le sol français est exporté. Ouais. Et on importe 95% des biomédicaments qu'on consomme. Est-ce Donc qu'il ça y a une donne une idée exception de la... française ou globalement, un peu partout dans le monde, on voit de plus en plus ce phénomène-là on va dire, de spécialisation et d'exportation? C'est un phénomène mondial, c'est un Ouais. phénomène mondial d'optimisation. Enfin, c'est comme dans d'autres filières, hein, finalement. On se spécialise parce que ça permet d'optimiser. Là où on avait 3 étapes, par exemple, dans la fabrication d'un médicament, et qu'avant, dans chaque pays, on avait les 3 étapes, après chacun des pays va se spécialiser dans une des étapes. Il va gagner en compétences, il va gagner en coût aussi parce qu'avec avec un certain effet volume. Donc ça, mais c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de filières et le médicament n'a pas échappé à ça. Donc de plus en plus de spécialisation. En France, on a encore aussi 24 sites qui sont producteurs de principes actifs. Voilà, on n'a pas forcément cette notion. Donc la fabrication de principes actifs n'a pas disparu de France. Elle n'a pas disparu d'Europe non plus. Elle a même doublé en 20 ans le nombre de sites en Europe. En revanche, on n'est plus du tout sur les mêmes volumes produits. C'est-à-dire que parce qu'on a eu un transfert, alors je commençais à un petit peu évoquer la question tout à l'heure, mais on a eu ce transfert, l'arrivée en fait des génériques au début des années 2000, ça a vraiment commencé vers 2004 à peu près à prendre vraiment de l'ampleur. L'arrivée du générique, ça a bouleversé complètement en fait ce marché du médicament, puisque ce sont en fait c'était des blockbusters, des médicaments qui sont énormément utilisés donc par beaucoup, beaucoup de patients, donc qui font des gros volumes, des médicaments qui ont une valeur qui a énormément décru, forcément. Et Je veux ces dire, médicaments, bêtement, comme le paracétamol, j'imagine. Enfin, allez, c'est une exception. On va éviter de parler de paracétamol parce que lui, il est un peu particulier, mais pas mal d'antibiotiques. Les antibiotiques, pas mal de produits de cardio aussi, beaucoup de produits de l'hypertension. Les statines aussi, c'était des blockbusters, c'était des produits avec une utilisation très large qui répondaient à des pathologies dans lesquelles il y avait beaucoup de patients et qui sont tombés dans le domaine public, donc qui ont été remplacés par des génériques. Donc là où il y avait un producteur, maintenant il y en a 10, 12 un peu partout dans le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu une concentration. Euh, Tout ça, c'est drivé par une recherche de baisse de coûts, hein. Forcément. Génériqueur, toi, ta raison d'être, c'est de proposer ton truc moins cher. Il y a une compétition qui se met en place et donc tu vas aller chercher le moins cher. Donc, par exemple, tu vas commencer par dire, bah, le principe actif, je le prends plus en Europe. Maintenant, je vais le prendre en Chine, et ça va me coûter beaucoup moins cher parce qu'en Chine, tu as une main-d'œuvre qui est moins chère, parce que tu as des contraintes environnementales qui sont moins importantes. Donc ça aussi, ça a été une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de molécules qui n'ont plus été fabriquées, donc synthétisées en Europe, mais qui sont parties en Chine. C'était aussi parce que leur production devenait difficile ou carrément impossible ouais. avec la mise en place de réglementations comme REACH, par exemple. Ah oui. Ça fait que voilà, ça a incité voilà, beaucoup de fabricants de principes actifs à arrêter cette activité sur le sol français ou européen. Et tous ces volumes-là, ils sont partis en Chine.
Donc, alors en Chine et aussi en Inde, même s'il y a une petite distinction, la Chine s'est vraiment spécialisée sur la production de principes actifs, hein, de vrac. L'Inde en fait aussi, mais l'Inde essaie de spécialiser un petit peu plus sur la vente de produits finis. C'est-à-dire que voilà, là où la Chine va te vendre le baril de poudre d'amoxicilline, l'Inde va essayer plutôt de te vendre les blisters de comprimés d'amoxicilline. Voilà, c'est des petites particularités, mais du coup, cette concentration, ça a créé des effets volume qui font qu'aujourd'hui, ils produisent dans des tels volumes qu'ils arrivent à avoir des prix extrêmement bas et qui sont complètement imbattables. Est-ce qu'on Donc, en bénéficie quand même, nous, pour, on va dire, le consommateur final et les caisses de la Sécu, même si je pense que les dépenses en médicaments, en euros, ont quand même augmenté depuis une vingtaine d'années. Donc, est-ce que c'est parce que, certes, on fait des économies sur ces médicaments qu'on importe maintenant en Chine, et par contre, on consomme de nouveaux médicaments, ou alors, j'en sais rien, la population vieillit et est de plus en plus malade. Enfin, bon, bref, je te laisse répondre à cette question ouverte. là, on touche à un point très sensible, Ah oui, oui. qui est le modèle économique du médicament, Comment ils font pour encore faire de la croissance, quoi, comment et est-ce que le marché fait pour encore particulièrement faire de la croissance alors que les prix s'effondrent, les volumes on va dire, de ce qui est tombé dans le générique s'écroulent aussi. alors Pourquoi est-ce que l'industrie les volumes non, mais le chiffre d'affaires, oui. C'est des produits qui sont toujours très, très utilisés, même si parfois il peut y avoir eu des transferts sur des innovations, mais c'est des produits qui restent majoritairement utilisés, donc qui font des volumes très, très, très importants. Alors, comment répondre à cette question complexe? Reprendre le modèle économique du médicament. Comment est-ce qu'il est financé en France? Donc, le médicament, déjà, c'est un produit dont le prix est administré. C'est-à-dire, c'est pas l'industriel qui dit, moi, mon médicament, je le vends tant. Dans l'industriel, une fois qu'il a son autorisation de mise sur le marché, il va aller voir les autorités pour déjà discuter du remboursement. Voilà. Donc là, on va évaluer en fait l'intérêt du produit, son intérêt thérapeutique et l'intérêt de sa prise en charge par la collectivité, parce que c'est ça, hein, la notion de remboursement. Et ensuite, on va discuter du prix. Bon, si le médicament n'est pas remboursé, de toute façon, il est libre de mettre le prix qu'il veut. Il n'aura pas les mêmes perspectives en termes de business, hein, du tout. Donc, c'est relativement rare. Mais une fois que le remboursement est acté, on va discuter du prix. Le prix d'un médicament, c'est très différent d'un autre bien de consommation, peut-être en dehors du luxe, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout indexé sur ses coûts de production. C'est pas du tout lié à ce que vaut la boîte de comprimés, par exemple. Donc, c'est lié à ce qu'il apporte en termes thérapeutiques. Donc, il y a des calculs plus ou moins compliqués qui vont être faits en se disant, bah voilà, ça permet de rallonger la vie de temps, ça permet d'améliorer la qualité de vie, ça permet d'éviter des soins. C'est souvent ça, en fait. Donc, pour des premiers médicaments. Après, on va souvent partir d'un médicament équivalent existant qui va servir de comparateur économique aussi. Mais globalement, on va être plutôt sur une évaluation du prix du médicament qui va dépendre de ce qu'il apporte d'un point de vue thérapeutique. Donc, ça, c'est pour le médicament innovant. À partir du moment, donc lui, il va négocier avec le Comité économique des produits de santé un prix de démarrage qui est souvent associé avec ce qu'on appelle un accord prix-volume, c'est-à-dire que tout ça, c'est prévu dans un cadre, c'est-à-dire que son autorisation, son remboursement, c'est souvent associé à une population cible, c'est-à-dire qu'on considère que voilà, il y a tant de patients potentiels et tout ça. Et donc, c'est associé à un volume. Si jamais le médicament a par exemple beaucoup plus de succès que prévu, il va rembourser en fait le trop-plein de ventes qui aura été réalisé et donc le trop-plein de coûts pour le payeur qui est la sécurité sociale. Voilà, donc il y a ça et en plus des perspectives de baisse de coûts. Voilà, souvent un échéancier en se disant, bon bah voilà, on part de ce prix-là et puis à 2 ans, il y aura moins 10%, à 3 ans, à 4 ans, etc. Donc ça, c'est la dynamique française aujourd'hui pour le médicament innovant. Pour le médicament générique, en général, tu rentres déjà avec un PFHT qui va être à moins 60% par rapport au médicament de référence, le médicament que tu viens remplacer. Et ensuite, encore des baisses de prix régulières. Alors, dans les dépenses en fait de médicaments, pour avoir une notion clé en France, le marché du médicament en France, c'est 39 milliards d'euros à peu près. Principalement ville, 70% en ville et 30% à l'hôpital. Les dépenses de santé aujourd'hui en France, c'est 227 milliards en 2021. Ouais. Ces dépenses de santé, pour 50%, c'est l'hôpital.
Pour 27%, c'est les soins de ville. Et le médicament, c'est à peu près 13,7%. Donc ça donne une idée de la place du médicament. Et pour autant, ça fait un certain nombre d'années que c'est au poste médicament qu'on fait porter énormément d'économies. Donc même si on a des budgets qui augmentent, ça fait, alors je ne sais plus depuis quand le budget est bloqué, depuis 2007 je crois, que l'enveloppe en fait médicaments n'a pas augmenté. Et pourtant, il y a un paquet d'innovations qui sont entrées. Donc qui dit innovation dit médicaments chers, en tout cas au début, potentiellement. Donc en fait, le mécanisme qui est en place, donc c'est alors l'ONDAM, je ne sais pas si tu en as entendu parler, donc qui est voté par Oui, mais je pense que enfin, tout le monde n'en aura pas entendu parler. Objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc en gros, on se fixe un budget et on espère qu'on va le tenir. Bien souvent, il y a des économies qui doivent être faites sur le médicament. Donc déjà, après le vote de cette ONDAM, en général, le comité économique des produits de santé réunit tout le monde et dit, bon, bah du coup, il va falloir faire 1 milliard d'économies. Donc, on va décider que cette année, bah, telle classe thérapeutique prend moins 10% ou telle autre, etc. Donc ça, c'est le premier poids qui va peser sur le médicament. Le deuxième, c'est qu'après, si on a dépassé, il y a autre chose qui a été mis en place en France qui s'appelle la clause de sauvegarde. Et donc, bon, pendant très longtemps, elle n'a pas été activée, mais elle a été activée récemment. Et alors, je ne sais plus où on est son montant, mais elle devrait, je pense, cette année atteindre le milliard d'euros, ce qui est quand même colossal hein, sur un marché qui en fait 39. La clause de sauvegarde, c'est quoi? C'est de dire, ah, bah, on a dépassé, donc on vient vers vous, et puis bah, vous tous, là, à hauteur de ce que vous avez vendu, bah, vous allez rembourser. Donc c'est une espèce de taxe a posteriori qui est en plus difficilement anticipable pour les laboratoires, donc pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Imaginez ça, on vous dit, ah, bah, tiens, on a un peu trop dépensé sur le budget cette année, donc finalement il y a eu 1 milliard de trop, donc vous tous, bah, vous allez rembourser. Voilà, donc des pressions importantes. Alors pourquoi parce que on a une tradition politique en France qui est de souvent évaluer nos gouvernants sur deux choses, le taux de chômage et le trou de la Sécu. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Et donc c'est un indicateur qu'on regarde de près, donc les dépenses maladie. Et pourquoi est-ce qu'au sein de ces dépenses-là, on tape sur l'industrie pharmaceutique et sur le médicament? Bah parce qu'on peut, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que c'est très compliqué de, entre guillemets, taper sur l'hôpital, parce que l'industrie pharma, de toute façon, les gens l'aiment pas trop, ils sont pas très écoutés, et donc c'est relativement facile d'imposer des baisses de prix au laboratoire. Donc ça a été la solution de facilité pendant longtemps. Et on en paye le prix aujourd'hui parce que au-delà on parlera des pénuries et des causes structurelles internationales et tout ça, le fait qu'on ait des prix particulièrement bas en France, voilà, pose des problèmes d'attractivité évidentes pour l'approvisionnement de certains Ouais, pour médicaments. y installer des usines, parce que ouais, on va y venir, parce qu'effectivement, et ça me revient aussi certaines Donc, ces juste notions que tu développais sur Thinkerview. Là, on l'a fait un peu en accéléré. Je sais pas si on a, parce que bon, on va peut-être venir effectivement alors, aux pénuries, juste à ce pour qui les provoque, mais vas-y, dis-moi s'il y a d'autres terminer, éléments de contexte à savoir. ouais, un truc à bien garder en tête sur ce mécanisme, parce que je suis un peu rentrée dans le détail, mais globalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne en France? Aujourd'hui, en fait, on fait financer l'innovation par les biomédicaments. C'est-à-dire que mécaniquement, aujourd'hui, comme on n'a pas fait de choix particulier en se disant bah, on est OK pour renoncer à des nouveautés, choix qu'on n'a pas fait encore, c'est-à-dire que les nouveaux médicaments qui arrivent, ben, on les veut. On veut pouvoir les proposer aux patients. C'est des médicaments qui en plus sont de plus en plus chers parce que globalement, la plupart des grandes pathologies, etc., même si c'est jamais parfait, elles sont aujourd'hui quand même bien prises en charge. Quand on voit l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui, on se dit qu'on fait quand même pas mal. Et donc de plus en plus, en fait, les innovations, elles sont tournées vers des produits de niche, c'est-à-dire on est en train d'essayer d'aller chercher les quelques poches de patients. Oui, les euh, maladies rares. voilà, exactement. On va se focaliser sur des pathologies rares de plus en plus. Alors quand je dis on, c'est la recherche, hein, et là pour le coup c'est plutôt alors soit des startups, soit Big Pharma, mais c'est ceux qui font de la recherche qui s'orientent vers ces produits-là. Et donc du coup, comme on a une enveloppe qui bouge pas,
Si on veut pouvoir intégrer un nouveau médicament, alors on aime bien parler d'un produit emblématique qui est le médicament le plus cher à 2 millions d'euros la dose. Si on veut le faire rentrer et qu'on veut que les quelques patients qui en ont besoin en bénéficient, eh ben, il va falloir continuer de faire baisser les prix de ces vieux produits. Donc ça fait 20 ans en gros que cette dynamique, elle est à l'œuvre. Et là, on est clairement arrivé au bout d'un système, c'est-à-dire que de toute façon, les prix, on ne peut pas les tirer indéfiniment vers le bas. Et on est arrivé à un point où en fait ces prix sont extrêmement bas, ce qui pose, je te disais tout à l'heure, des problématiques d'attractivité en premier lieu, mais qui commence à poser aussi des gros problèmes de rentabilité. C'est-à-dire qu'il y a des produits aujourd'hui où clairement les industriels vous disent on vend à perte, c'est plus possible en fait. Ça peut pas durer parce que en parallèle de tout ce mécanisme économique, il y a la vraie vie qui vient se greffer, l'inflation, les plus X% sur le principe actif, sur l'aluminium, sur le verre, sur l'énergie. Qui mettent en fait les acteurs en difficulté. Donc un système où en fait les médicaments les plus essentiels, les plus importants et qui soignent le plus de monde financent l'innovation, c'est-à-dire l'entrée de nouveaux médicaments pour des besoins de niche en fait. C'est très clair, en plus sur un sujet où je connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression d'être intelligent en t'écoutant. On dit, ah ben, en fait, ça se comprend. En fait, c'est accessible, même si j'imagine que c'est En fait, c'est vulgarisé, mais c'est pas facile. J'espère arriver à me faire la même chose sur les questions énergétiques quand je les explique. Bref, non, non, mais super. Écoute, bon, ça fait une dizaine d'années que, enfin, c'est pas si nouveau ces questions de pénurie. Il y a des médicaments sur lesquels ça fait un moment, enfin, les anticancéreux, ça fait un moment que ça existe. Bon, est-ce que là, c'est particulièrement en train de s'accélérer ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus dans les médias? Enfin, j'ai quand même l'impression d'une accélération depuis 3-4 ans où ça dépasse clairement l'épaisseur du trait et c'est pas juste du business as usual et ça commence à devenir gênant, même au moment où on se pointait à la pharmacie où on nous explique là aujourd'hui tout de suite ça va pas être possible quoi. Donc, mais bon, ça c'est le ressenti du citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il en est, on va dire, réellement? Mmh. Tu as raison, hein, ce ressenti, eh ben, il se ressent dans les médias et c'est la deuxième vague d'accélération. Je repensais ce que tu me disais juste avant m'a fait sourire, que ça avait l'air simple parce que du coup, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont du métier et très pointus sur ces sujets-là. Donc, je m'excuse pour toute la simplification que je fais parce qu'effectivement, c'est pas aussi évident et aussi simple. Il y a plein d'exceptions, notamment dans les questions d'innovation. Mais j'ai décidé volontairement de ne pas rentrer dans ce détail-là pour cette interview pour rendre les choses intelligibles. Donc, effectivement, les pénuries de médicaments, alors pénurie, c'est un terme un petit peu. Alors, je ne devrais pas dire générique parce que sinon je vais vous embrouiller, mais c'est un terme un peu banal. Ce qu'il y a derrière, ça va être des ruptures de stock, des ruptures d'approvisionnement. Globalement, on a deux enjeux finalement pour le médicament. L'enjeu de la production, la capacité à produire la boîte dont tu as besoin, et l'enjeu d'approvisionnement au sens logistique du terme, c'est-à-dire le fait que la boîte elle arrive jusqu'à toi. Et les deux sont hyper importants pour le médicament. Parce que si ton enfant a une angine carabinée, que tu arrives à la pharmacie et qu'on te dit non, pas de problème, le médicament n'est pas en rupture de stock, on l'aura la semaine prochaine, tu vas pas être content. Voilà. Voilà, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge de pouvoir livrer les officines en temps réel. C'est un challenge en termes de flux, autant qu'en termes de capacité globale de production. Donc globalement, il y a eu deux phases. Alors les pénuries, elles ont toujours existé, hein, parce que tu peux toujours avoir un accident de production, tu peux toujours avoir un pépin quelconque et tout ça. Donc, mais ça restait sur des petits nombres de pénuries, en tout cas. Pas de quoi en parler dans les grands médias. Globalement, ça restait stable à moins de 500 par an jusqu'en 2015. Il y a eu une première phase d'accélération entre 2015 et 2018. Pardon, ça veut dire quoi 500 par an? C'est 500 médicaments en situation de pénurie? Ouais, alors ça, c'est compliqué parce que le problème, c'est que c'est dans la définition, la rupture d'approvisionnement, donc au niveau de l'officine, c'est l'incapacité de l'officine à en fait dispenser, à délivrer le médicament dans les 72 heures. Donc en 3 jours. Donc après, c'est des durées qui sont hyper variables. C'est-à-dire qu'une rupture, ça peut aller de quelques heures à quelques années. Donc là, c'est 500 événements de rupture.
qui Ouais, peuvent aller de déclaration quelques... ou en tout cas officialisée, tout ça, OK, OK. C'est pas ré 500 médicaments différents, OK. réper répertorié. OK. Ouais, sachant qu'en plus non, mais tu as raison de souligner que ça peut être potentiellement, au cours de l'année, 2 ou 3 problèmes sur un même médicament. Mmh. Ça restait, tu vois, sur les 13 000 présentations qui sont, commercialisées en France, ça restait relativement contrôlé et peu visible finalement parce que peu gênant pour le système de soins. Donc tu as eu une première phase d'accélération, voilà, sur cette période 2015-2018. Alors parmi les différentes causes, qu'on a identifiées, c'est notamment, l'initiative Blue Sky, en Chine pour, limiter la pollution de l'air. Donc, bah, brutalement, en fait, ils ont fermé un très grand nombre d'usines et donc, ça a fortement perturbé, toute la chaîne d'approvisionnement, pharmaceutique mondiale. Voilà, petit détail. Et ensuite, la deuxième phase, celle qu'apparemment toi tu as sentie, donc à partir de 2019. Alors en 2018, il y avait déjà eu une enquête du Sénat. Alors ça s'appelait pas une commission d'enquête, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est l'étape d'avant, un peu moins formelle, mais il y avait déjà un rapport qui avait été pondu par le Sénat sur ce sujet, parce que ça commençait déjà à grogner, ça commençait à déjà poser problème dans les officines et dans les hôpitaux. Donc en fait, voilà, c'était des causes structurelles qui commençaient à devenir vraiment symptomatiques. Et donc effectivement, depuis 2019, il y a eu une explosion finalement de ces pénuries. Donc en gros, on était passé aux alentours de 1000 par an en 2019. Et là, maintenant, on est de l'ordre de 2500, 3000. Alors ça dépend ce qu'on prend en compte. Est-ce que c'est rupture? Est-ce qu'on intègre aussi le risque de rupture? Enfin, globalement, on sait que ça s'est fortement aggravé. Alors, d'après la NSM, les durées, en revanche, en moyenne en tout cas, n'auraient pas forcément beaucoup augmenté. Mais bon, elles restent hyper variables, hein. Comme je te disais, ça peut aller de quelques heures à quelques années. Et dans ce cas-là, donc là, il y a des mécanismes de contingentement qui sont mis en place. Ouais. Euh, voilà. Donc en tout cas, Et c'est encore la multiplié par pollution, 5, si je veux passer de 500 à 2500 en 5-6 ans, c'est ça? minimum, ouais. Ouais. Ouais, quand même. Ok. Est-ce Voilà. que c'est grave au sens, enfin, est-ce qu'il y a des médicaments vitaux dans l'eau? Est-ce qu'on n'en est pas encore? Est-ce que ça empêche des gens de se soigner? Enfin, est-ce que des gens en meurent? Voilà. Ou est-ce, ou est-ce que c'est sous contrôle, mais que c'est quand même menaçant? C'est difficile de savoir ça. Hmm. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie des recommandations qui ont été demandées dans le rapport du Sénat et qui est d'explorer de façon beaucoup plus précise et pointue c'est les conséquences de tout ça. Euh, D'accord. les conséquences que ça a, déjà des conséquences organisationnelles qui sont, je pense, assez sous-estimées et très importantes. En gros, la gestion de ces pénuries, ça représente un temps plein pharmacien dans les hôpitaux. Alors, pas que pour le médicament, hein, parce que bon, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais dans les produits de santé, il y a aussi les dispositifs médicaux. Et ça, on peut en faire tout un sujet à part parce que là aussi, il y a plein de problématiques. Et donc, c'est un temps plein pharmacien dans les hôpitaux, ne serait-ce que pour gérer ces problèmes-là de pénurie de médicaments et dispositifs de médicaux. Donc, pour galérer, soit à trouver un fournisseur alternatif, soit à trouver une alternative thérapeutique. Donc, ça prend énormément de temps. En officine, c'est estimé à une journée de pharmacien par semaine. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, c'est énorme, d'autant plus quand on sait les grosses problématiques de recrutement qu'il y a dans ces Ah oui, professions. oui, oui. On manque Donc, en critique gros, de là, enfin, un ordre de pharmaciens. grandeur rapidos, c'est qu'il y a des milliers de gens qui doivent gérer ces problèmes, quoi, en France. Euh, oui, ça mobilise des milliers de troupes, quoi. Compter les hôpitaux, ouais, ouais, probablement, hein, je sais, j'ai pas fait le total. Je sais pas, Heu, il y a des centaines mais d'hôpitaux et alors des pharmacies, on a plein, mais disons, bon bref. Mais en tout cas, c'est il y a du monde qui s'occupe de ce sujet, quoi. Voilà, en Ça fait fait, perdre du temps. voilà, ça fait perdre du temps, un temps précieux à beaucoup de monde, c'est sur des professions où on est déjà, en tension. Ça fait perdre du temps aux médecins aussi, hein. Ça, j'ai pas les chiffres pour ça, mais évidemment que les médecins sont parfois consultés parce que quand le pharmacien, il perd du temps à devoir appeler le médecin pour lui dire, «Ce produit-là, je l'ai pas et je risque de pas l'avoir» et tout ça, et qu'il faut qu'on trouve une alternative, le médecin, il perd du temps aussi de l'autre côté, à l'autre bout du fil. Donc il y a déjà une perte de temps, colossale. Ensuite, il y a plusieurs cas. Si on peut, on va trouver une alternative thérapeutique.
Et donc là, il y a des fois où on a de la chance, l'alternative thérapeutique, elle est vraiment équivalente, genre on peut substituer au sein d'une même classe et elle est disponible. Et là, on peut considérer que l'effet sera faible, voire nul pour le patient. Il y a le cas où on n'a pas exactement la même chose. Et donc là, ça peut être associé à une perte de chance. Alors, un exemple qui est assez flagrant pour ça, c'est le Belatacept, qui est un médicament anti-rejet, qui a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il préserve le rein. La plupart des autres médicaments anti-rejet sont toxiques pour les reins. Et donc, quand tu es greffé rénal, ce serait intéressant que le médicament que tu prends pour garder ton greffon qui ne soit pas rejeté par ton corps, ce serait bien qu'il n'abîme pas ton greffon. Ton greffon rénal. Et donc c'est un médicament qui est privilégié pour les patients qui ont eu une greffe de rein, et c'est un médicament pour lequel il y a des problématiques d'approvisionnement depuis des années. Donc c'est un médicament qui est innovant, hein, c'est-à-dire qui appartient encore au laboratoire qui l'a développé, et c'est des difficultés de production. Parce que ça peut arriver aussi, hein. Tous les médicaments ne sont pas faciles à fabriquer, faciles à commercialiser. Et on en a certains qui sont hyper complexes, et même le laboratoire initiateur peut avoir des difficultés. Et donc pendant longtemps, ce produit, il était contingenté. Ça veut dire que potentiellement, il y a des patients qui n'ont pas pu avoir cet immunosuppresseur, en fait. Et ça veut dire potentiellement des patients qui, du coup, ont eu leur greffon qui a été progressivement abîmé, en fait, par d'autres produits. Donc là, on est clairement sur une perte de chance, une perte de longévité du greffon, potentiellement. Après, on n'est pas passé loin de la catastrophe au moment du Covid, aussi. Tu disais, est-ce qu'on peut en mourir? Alors, encore une fois, tant qu'il n'y a pas une vraie enquête poussée qui a été faite, c'est difficile de savoir. Mais notamment sur la disponibilité des curares pour les patients qui étaient mis sous respiration artificielle en réa, ça a été chaud, patate, hein. Bon, il y a pu avoir de la production par nos pharmacies hospitalières au pied levé et tout ça. Les équipes ont été hyper mobilisées. Mais pendant un moment, ça a été problématique. Ouais. Il y a des produits qui ont vraiment failli manquer en réanimation. Donc, en théorie, oui, bien sûr, une pénurie sur un médicament clé pour lequel on n'a pas d'alternative qui soit satisfaisante, oui, ça pourrait provoquer des morts, effectivement. Et alors pourquoi tout ça? Enfin, on a déjà planté pas mal d'éléments de contexte sur on va dire, la reconfiguration mondiale de la production de ces médicaments. Donc j'imagine que derrière ces pénuries, à un moment, cette belle machinerie complexe, ultra optimisée qui s'est un peu déréglée. J'imagine aussi que la hausse de la demande dans des pays comme l'Inde et la Chine a fait que ils gardent un peu plus leur production pour eux. Mais je suis peut-être un peu trop en train de spéculer, mais avec tous les éléments que tu as plantés plus tôt, je me dis, ah ouais, c'est pas forcément super résilient tout ça, c'est-à-dire au moindre grain de sable. Bon, mais je te laisse nous expliquer c'est quoi les causes, alors à la fois internationales et françaises de ce qu'on observe là depuis quelques années avec cette accélération des pénuries. Ouais. Alors, il se trouve que les 2 tiers de ces pénuries qu'on observe en France, enfin un peu plus, 70%, ça concerne des produits matures, enfin des génériques qui ont une AMM depuis plus de 10 ans. Donc on est bien sur des vieux produits, on est bien sur des produits génériqués. Ça touche beaucoup moins les produits innovants, voilà, contrairement à l'exemple que je t'ai donné juste avant. Mais c'est principalement ces vieux médicaments pas chers, et donc souvent produits ailleurs, qui sont problématiques. Alors, dans les causes qui sont identifiées par la NSM pour ces ruptures, il y a 30% des cas où la cause est juste pas connue ou pas déterminée. Mais sinon, dans les plus grandes causes, dans 20% des cas, c'est une production insuffisante. Donc là, effectivement, on va faire le lien avec ce que tu disais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la capacité de production était, dans le monde en tout cas, n'était pas suffisante. Dans 20% des cas, c'est une augmentation de la demande, donc une augmentation non prévue. C'est-à-dire qu'on a une production qui est normalement suffisante, sauf que si d'un seul coup tout le monde se met à en consommer 2 fois plus, à ce moment-là, on va avoir un problème de flux logistique potentiellement. Comment ça peut arriver dans une bronchiolite hivernale Une triple plus épidémie grave que hivernale, par d'habitude exemple. Comment? Une triple épidémie hivernale, par exemple, Oui, comme on a voilà, eu oui, c'est l'année ça, dernière, tu vois. un hiver avec particulièrement beaucoup de... Oui, ok. La grippe, la bronchiolite qui arrive avec le Covid en même temps, bim, avec Ok, ça explique avec un le peu. recours avec le recours aux mêmes médicaments.
Mmh. Voilà, donc ça veut dire que d'une semaine sur l'autre, si d'un seul coup il faut 3 fois plus de paracétamol et d'amoxicilline, c'est compliqué pour les chaînes de production de suivre. Donc ça, clairement, c'est des causes de rupture. Dans 8% des cas, c'est des problèmes d'approvisionnement en matières premières, notamment en principes actifs. Mmh. Et dans 5% des cas, d'articles de conditionnement. Donc on en parlait tout à l'heure, aluminium, verre, carton, qui peuvent être amenés à manquer. Donc, si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, les causes de ces pénuries, les causes profondes, donc on a des causes qui sont internationales et structurelles. Déjà, une explosion de la demande de médicaments sur ces 20 dernières années. Des pays émergents, et notamment la Chine, quand les Chinois commencent à avoir accès aux soins, etc., ça bouscule beaucoup les marchés. Donc, pareil avec l'Inde, le Brésil, enfin bref, la Russie, beaucoup de marchés émergents. Donc des croissances colossales du marché pharmaceutique ces dernières années. Et on prévoit encore des croissances de l'ordre de 5-6% par an sur les prochaines années. Et derrière, du coup, une industrie qui a quand même une certaine inertie. C'est une industrie qui est pointue, qui est complexe, qui est très réglementée. Et donc forcément, tu décides pas genre du jour au lendemain d'ouvrir une usine. Ça prend des années. Tu décides même pas au sein d'une usine du jour au lendemain d'ouvrir une ligne supplémentaire. Rien que ça prend vachement de temps d'un point de vue matériel, d'un point de vue réglementaire, sans même te parler de la question des ressources humaines. Mais donc cette forte augmentation de la demande de médicaments est en train de bouleverser la donne. Donc ça, c'est quelque chose qui notamment commence à faire ressortir les questions d'attractivité. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un marché mondial qui arrivait à fournir, avec un challenge de vendre un maximum de monde. Et pour les clients qu'on est, par exemple en France, la problématique n'était pas vraiment l'accessibilité. On était plutôt dans une dynamique de négociation. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir le modèle économique qu'on avait. Parce qu'on ne se posait pas la question de mais est-ce qu'on va pouvoir s'en procurer. C'était faut qu'on se le procure 2 fois moins cher pour financer l'innovation. Donc ça, c'est venu bousculer en fait cet ordre établi, puisque de plus en plus, on se retrouve avec une production qui n'est pas forcément suffisante pour tout le monde. Et donc des fournisseurs qui commencent à faire des arbitrages. Et c'est là que ça commence à devenir un vrai problème quand toi, tu as des prix qui sont très inférieurs aux autres. Même si tu es toujours un marché important. La France, ça reste quand même le 5e marché mondial du médicament. Ah oui. Ouais, alors ça paraît beaucoup, mais c'est quand même donc le 5e mondial, mais c'est 3% du marché. Juste pour remettre les choses. Ouais, d'accord, mais le Donc cinquième, le parce que je reste, me dis que rien que des pays beaucoup plus grands que nous et quand même assez, bon, je sais pas, États-Unis, Japon, Chine, Inde, ouais. ouais, après, Non, j'aurais dit que ah, l'Allemagne, j'aurais imaginé que l'Allemagne ouais. soit devant. Bon, mais ok, Donc, tu avais presque le quintet. Alors, c'est US, Chine, Japon, Allemagne et France. d'accord, on est devant Voilà. l'Inde encore. On est encore devant là, en chiffre Mhm. d'affaires, ouais, tout à fait. Ouais, Et ok. donc cinquième, on est cinquième, mais avec 3% du marché. Donc ça met les choses en perspective. Oui, Ça montre aussi, c'est hyper important d'avoir en tête l'hégémonie américaine, hein, notamment sur les questions de ouais. recherche. Mhm. Les US, le marché américain, c'est 41% du marché mondial. Et surtout, c'est 80% des profits. Ah ouais, Là, ça donne une idée de à quel point est-ce que c'est le marché américain qui donne le là dans le monde. Et inversement, intéressant aussi, la France, c'est 3% du marché en valeur, mais c'est 1,5% des profits. ouais. Donc moitié moins de profits réalisés en France. Donc ça donne un petit peu les notions de poids. Et si on intègre l'Europe, alors ce qu'on appelle les Big Five en Europe, donc les 5 plus gros marchés européens, ça représente 13% du marché mondial. C'est pour ça que c'est intéressant forcément d'avoir une dynamique européenne, qu'aujourd'hui c'est un dépôt d'AMM européen auprès de l'Agence du médicament, l'EMA et tout ça. Donc 13%, ça commence à parler un petit peu. Donc c'est là la force qu'on a en termes de négociation, mais c'est pas parce qu'il y a une AMM européenne que le produit va être commercialisé dans chaque pays. Il y a vraiment une dynamique. Une fois que l'autorisation est là, il va falloir venir discuter avec chacun des pays pour y être commercialisé. Discuter pour être remboursé et pour certains pays, discuter du prix qui va être attribué.
voilà, pour l'équilibre des forces au niveau mondial. Donc on a une très très grosse hausse de la demande et qui va continuer, alors avec une inertie industrielle qui fait qu'on a du mal à suivre, même si c'est vraiment quelque chose qui se développe, notamment en Asie, mais pas que. Euh, et- Oui, là, niveau demande, le nombre de personnes âgées dans le monde augmente assez vite. Je sais pas, c'est peut-être déjà rien que ça, c'est plus 4-5% par an. Ça fait partie des contributeurs. Ben, Encore oui, oui. faut-il que ces gens-là aient accès aux soins, on est d'accord. Oui, oui. Mais rien que Mais le nombre de personnes âgées en France, aux États-Unis, en Allemagne, ça augmente de 4-5% par an. En Chine, ça doit être pareil. Ils ont déjà un enjeu de vieillissement, alors qu'effectivement, ils ne sont pas encore tout à fait très riches. Au Japon, je ne fais pas un dessin, même si le vieillissement est peut-être un peu derrière eux. Mais nous, il nous reste encore des décennies de vieillissement devant nous. Donc, enfin bref, tout ça pour dire, la demande est loin de fléchir. Euh, ouais, elle est pas prête. Enfin, le besoin et la demande sont pas prêts de s'infléchir effectivement. Tu rajoutes à ça donc cette pression sur les prix, sur ces vieux produits, sur ces produits génériqués, qui est exercée de partout. Elle a conduit à énormément d'optimisation. Qui dit optimisation d'une chaîne de production dit fragilisation. Forcément. Parce que quand tu optimises, tu vas faire quoi? Tu vas concentrer pour avoir un effet volume. C'est-à-dire que tu vas avoir de moins en moins d'acteurs, moins en moins d'usines. Ce qui est une fragilité en soi. Si tu prends un ouragan sur l'usine et que tu n'en as qu'une, c'en est fini de ta production pendant un temps. Donc tu vas avoir aussi la fragilité qui va venir du fait que tu vas avoir moins de marge de manœuvre. Par exemple, tes usines, tu vas essayer de les faire tourner à fond. Donc ça veut dire que tu te laisses aucune marge. Donc le produit pour lequel d'un seul coup il y a une hausse de la demande, toi si ton usine elle est déjà au max, tu ne pourras pas produire plus. Donc tu as beaucoup moins de flexibilité. Tu vas avoir aussi la fin aussi des usines backup. Ça, c'était quelque chose qu'il y avait beaucoup et qu'il y a encore sur des produits innovants chers. Quand tu vends un produit très cher, tu peux te permettre d'avoir une usine ou une ligne backup. C'est-à-dire que si tu as un problème, tu vas avoir une autre ligne ou une autre usine quelque part qui va pouvoir prendre le relais. Ça, c'est un luxe énorme parce que maintenir une ligne ou une usine en conditions industrielles sans qu'elle produise, ça coûte hyper cher. Donc ça, c'est possible pour les produits innovants qui sont vendus très cher. Bon, c'est juste un calcul économique, hein. C'est-à-dire qu'un produit que tu vends très cher, tu as beaucoup à perdre à ne pas en vendre pendant quelques mois parce que tu as un souci. Et du coup, ça vaut le coup d'investir sur un site backup. Donc pour la petite anecdote, c'était arrivé au laboratoire Amgen qui avait pris un ouragan sur une de ses usines aux US. Et le lendemain, ils avaient pu activer en fait une ligne backup qu'ils avaient. Et du coup, il n'y a jamais eu de pénurie, ça ne s'est pas ressenti alors qu'ils avaient eu des dommages majeurs. Voilà, petite anecdote. Donc ça, c'est un truc de riche, c'est un truc qu'on ne peut pas se permettre sur des vieux médicaments où les usines tournent à plein régime. Et ensuite, qui dit optimisation, dit recherche des prix les plus bas pour les matières premières, pour les intrants et notamment les API. Et donc là aussi, ça veut dire que tu vas aller chercher le moins cher et souvent le moins cher, tu le trouves en Chine. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et parce que sur ces produits-là, ils arrivent à produire des volumes qui sont tellement énormes qu'ils arrivent à sortir des paracétamol à entre 5 et 10 euros le kilo, je crois, je ne sais plus où la tonne, non, ça doit être le kilo. Enfin bref, à des prix qui défient toute concurrence. Donc cette recherche finalement d'optimisation est venue stimuler cette concentration des acteurs et cette délocalisation donc des achats vers les pays asiatiques. Donc ça contribue aussi. Ça contribue au manque de flexibilité de la chaîne. Voilà. Donc on a une chaîne qui est beaucoup moins à même d'arriver à faire face en fait à des demandes qui augmentent, qui sont beaucoup moins flexibles. Tu as aussi parfois moins de visibilité. Donc tu as des cas, alors pour la partie hospitalière en France, ça se fait les choix se font par appel d'offres. Donc tu sélectionnes un fournisseur et je sais que les acheteurs hospitaliers sont de plus en plus méfiants parce que ça leur arrivait d'avoir des fournisseurs qui s'engageaient sur des volumes importants à des prix bas et qui en fait au bout d'un moment allaient planter. Parce qu'en fait, finalement, ils n'avaient pas du tout la capacité de produire ces volumes-là et tout ça. Donc, il y a un vrai challenge sur la fiabilité des commandes et des fournitures de ces produits. Sur les autres grandes causes, je te parlais tout à l'heure de Blue Sky, tu vois l'initiative Blue Sky en Chine, par exemple. Mhm.
Ça, c'est structurel. La Chine qui s'est dit d'un seul coup, on veut du ciel bleu, il faut moins de pollution de l'air, on va arrêter plein d'usines, bim. Et là, tous ceux qui en dépendaient se sont retrouvés avec des grandes difficultés d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme cause? Les tensions géopolitiques. Je pense Mhm. à la guerre en Ukraine, par exemple. On s'est rendu compte que les feuilles d'aluminium qui sont absolument essentielles pour la fabrication des blisters, mais il y en a beaucoup qui venaient d'Ukraine. Et donc Ah là, oui. grosse tension, ça veut dire alors à la fois des prix qui augmentent, mais ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des fournisseurs alternatifs et tout ça. Donc on a pas mal de producteurs français qui se sont retrouvés en difficulté à cause de la guerre en Ukraine. Euh, Sinon, quoi d'autre? Donc ça, c'est tout ce qui va être, on va dire, structurel et international. Après, sur les questions spécifiques françaises, les problématiques spécifiquement françaises, on va retrouver les problèmes d'organisation et de gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'améliorer sur comment dire, la réactivité et la visibilité qu'on a sur les pénuries. Parce que, et ça c'est une autre recommandation très pertinente qui a été faite dans le rapport du Sénat, faut vraiment que ce soit harmonisé et tout, parce que euh, ça peut changer beaucoup de choses, d'avoir une bonne visibilité de où est-ce qu'il y a problématique d'approvisionnement, où est la demande, comment orienter plus spécifiquement les produits pour qu'ils arrivent plus rapidement. Avoir de la visibilité pour le pharmacien, c'est clé aussi. Parce que si on te dit aujourd'hui que le médicament pour ton patient il n'est pas disponible, c'est pas du tout la même chose si tu sais que tu es sûr que tu vas l'avoir dans 2 jours et si tu es sûr que tu l'as pas avant 2 semaines. Dans un cas, tu peux en général faire patienter et tu peux demander au patient de revenir dans 2 jours et tu es sûr d'avoir le produit. Dans l'autre cas, il faut tout de suite envisager une alternative thérapeutique. C'est des considérations pratiques, mais qui peuvent qui sont vraiment importantes pour tous les acteurs du bout de la chaîne. Donc là, il y a probablement beaucoup de choses qu'on peut faire à ce niveau-là pour essayer d'endiguer ça. Donc il y a un enjeu vraiment organisationnel et logistique. Et ensuite, il y a un enjeu économique. Alors c'est pas aussi simple que dire faut augmenter les prix de tous les vieux médicaments et tout ça. Peut-être pas tous. Je pense que ce qui est sûr d'une façon générale et globale, c'est qu'il faut qu'on arrête de baisser systématiquement ces prix-là. D'ailleurs, il y a un moratoire là pour cette année qui a été mis en place parce que bon, ça a commencé à chauffer très fort. Les génériqueurs ont pour la première fois refusé de participer aux discussions, ces fameuses discussions où on leur dit bon cette année on a sélectionné telle classe thérapeutique, bim, vous prenez tous -10. Donc ça commence à devenir vraiment vraiment très très tendu. Donc il y a un moratoire qui a été mis en place. Et là, je pense que en fait, on est en train de vivre un moment charnière. Mhm. Parce que moi, je suis personnellement convaincue qu'il faut qu'on inverse totalement ce système. Et là, on est dans la partie de flottement. On a mis un moratoire. Je pense qu'il y a une phase d'ajustement parce que tous ces produits-là sont pas au même niveau. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment trop ric-rac, il y en a qui sont carrément dans le rouge, et d'autres peut-être moins. Donc peut-être essayer de faire un bilan de ça, ce qui est très compliqué parce que c'est très compliqué de connaître vraiment les coûts de production et enfin bref, c'est d'un point de vue négociation complexe, mais il y a un truc à faire et je pense ensuite qu'il faudra probablement partir dans l'autre sens, c'est-à-dire envisager des hausses chaque année sur ces produits-là. Donc là, c'est un enjeu qui est un enjeu d'attractivité, c'est de se dire on n'est plus les seuls clients, ce serait bien qu'en plus on ne soit pas des mauvais clients. Voilà. Non mais concrètement, je pense que c'est ça aujourd'hui, on n'est plus les seuls à avoir besoin de médicaments. Alors on reste un gros marché et en ça, c'est quand même une forme d'attractivité. Mais ce serait bien qu'on soit plus les plus mauvais clients d'Europe et que voilà, que ce soit aussi intéressant pour les génériqueurs de fournir la France. Voilà. Ok. Waouh, ok, non, bon, sacré tour d'horizon et c'est toujours très clair. Tu as commencé à toucher du doigt justement, c'est quoi les plans, les projets du gouvernement pour remédier à ces pénuries. Tu as commencé à parler du rapport du Sénat. Bah oui, effectivement, il y a quelques années, du moins à ma connaissance, il n'y avait pas vraiment de stratégie de relocalisation, de souveraineté sanitaire, enfin voilà, et de régler tous les problèmes que tu évoques là. Maintenant, ça nous arrive en pleine figure et si on ne fait rien, tout porte à croire que ça va s'aggraver. Donc, par exemple, on a maintenant au moins aujourd'hui, alors on partait de loin, mais on a une espèce de liste
de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, MITM, donc une sorte de liste de médicaments prioritaires dont sécuriser les approvisionnements. Et ça peut éventuellement passer par des relocalisations de la production. D'ailleurs, tu nous en parleras. Mais voilà, en fait, tu en parleras mieux que moi. Moi, c'était juste pour introduire le sujet. Mais depuis 1 ou 2 ans, c'est quoi notre réaction face à tout ça et qu'est-ce qu'on est en train de déployer pour y remédier? Ouais, alors tu as tout à fait raison, on avait, globalement aucune stratégie. La France a quand même été le leader, jusqu'à il y a pas longtemps. En 2008, c'était encore le leader européen de la production, pharmaceutique. On était 1er. Donc maintenant, on s'est largement fait dépasser. On est plus que 4e. Mais surtout, oui, aucune volonté politique, déjà, industrielle. Je pense que c'est hyper important de souligner ça. Pas que sur la question pharmaceutique. C'était globalement, on était dans une dynamique de désindustrialisation de la France. Euh, je pense, enfin, beaucoup des industriels qui ont fait le choix de rester en France. Alors, je pense à des pharmaceutiques, mais pas que. En 2010, globalement, ils étaient un peu regardés comme des guignols, hein. C'était ceux qui avaient rien compris à la mondialisation, qui restaient en France. C'était un peu ça. C'était la mode, c'était de se dire, attends, on peut carrément optimiser, envoyer ça en Asie, se procurer ailleurs et tout ça. Voilà, il faut savoir que ceux qui sont restés, ceux qui sont encore implantés chez nous, il y a un moment, ils ont quand même bien résisté à la réindustrie. Ils ont fait le choix de garder tout ça en France et je pense qu'on peut leur en être reconnaissant. Oui, il n'y avait aucune volonté politique, hein. Encore fin 2019, il y avait un certain nombre de propositions qui avaient été faites à l'Assemblée nationale pour développer et pour préserver la souveraineté sanitaire française. Globalement, tout le monde s'en foutait, hein. C'était vraiment ça. Alors, juste 3-4 mois après, d'un seul coup, ils ont ressorti le dossier et ça commençait à les intéresser. Donc, entre-temps, le Covid avait frappé. Donc c'était vraiment ça, en novembre 2019, tout le monde s'en fout, et puis février-mars Ouais. 2020. Alors c'était quoi déjà les propositions? Qu'est-ce qu'on a encore comme tissu industriel? Donc ouais, c'est vraiment le bon côté du Covid, c'est qu'on a pris tellement une grande claque dans la figure que ça. C'est incroyable quand même parce qu'avec, enfin, je t'écoute, mais Sarkozy qui arrive avec des promesses de on va réindustrialiser, etc. Et puis Hollande avec Montebourg, un ministère du redressement productif, et puis Macron en 2017, et puis là quand même on parle d'une industrie assez critique, assez stratégique, et on attend qu'il y ait un Covid pour en fait faire quelque chose. Bon, pardon, je fais un peu mon café du commerce, mais enfin c'est quand même dingue les problèmes qu'on souligne. Alors je pense, moi j'étais pas au courant, mais j'imagine quand même qu'il y a eu des experts qui alertent depuis un moment. Bon. Ouais, et c'est intéressant que tu parles d'une industrie stratégique et critique, parce que moi, en tant que patiente française, bah, je pense comme toi, sauf que c'était pas le cas. Mhm. C'était vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait aucune volonté politique de préserver spécifiquement, en fait, cette industrie. Ça, je pense que là, il y a eu une prise de conscience de se dire: «Ah merde, quand même, le médicament, c'est un peu utile», tu vois? Mhm. C'est pas un bien de consommation comme les autres. Et je En plus, bon, encore, il y a des délocalisations, etc. On peut être un peu plus fataliste, mais là, il y a quand même en partie des raisons sur lesquelles on avait un peu la main, enfin, les prix administrés, etc. Bon, bref, je vais arrêter là et parce nous, que on veut faire des économies dans tous les sens, et là, c'était facile parce Mhm. que parce que parce que personne n'écoute les laboratoires pharmaceutiques qui râlent, puisqu'on les déteste. Non, mais c'est un peu ça en France. C'est, et c'est marrant parce qu'en plus, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que souvent, les gens qui les détestent, ils détestent, ce qu'ils appellent Big Pharma, genre les grands labos qui brassent des milliards, et c'est pas sur eux qu'on tape en plus. C'était plutôt, sur les petits laboratoires génériqueurs qui ont ou tout le tissu de PME, de TI qui font vraiment pas des marges énormes et qui sont loin de brasser des milliards. Mais bon, bref. Ok. Effectivement, il y a cette question, de stratégie qui se pose. On commence à prendre conscience, alors de nos gouvernants et tout ça, que le médicament, c'est essentiel, c'est stratégique, et je pense qu'à un moment, il va falloir vraiment lui redonner sa place. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire c'est important, c'est stratégique, il va falloir que ça le devienne. Donc, avec intervention de la force publique. Alors, comment ça a commencé? Bon, on a un peu mis la charrue avant les bœufs parce que juste au moment du Covid, dans l'urgence, on a commencé déjà avec le plan France Relance à inclure des projets de relocalisation, soit de médicaments, soit
quand je dis médicaments, c'est de produits finis, hein, de fabrication de produits finis et de principes actifs. Et puis ensuite, on a commencé à réfléchir à la stratégie en se disant, bon, c'est lesquels qui seraient intéressants de relocaliser. Bon, par chance, il y en avait quand même certains qu'on avait déjà soutenus qui étaient effectivement des produits à relocaliser. Mais bon, l'idée, c'était de faire vite, de se lancer là-dedans. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont commencé à être soutenus. Et donc, en termes de Pardon, ça veut liste, dire quoi soutenu? Comment, ça pose tellement de questions, mais comment est-ce qu'on n'enfreint pas les règles de distorsion de concurrence? Enfin, il y a déjà ça. Et puis soutenu, c'est quoi? C'est l'État concrètement qui met des milliards sur la table pour ériger des usines. Enfin, ça prend quelle forme? ouais, ça prend la forme de subventions, de participation, en fait. Ok. Soit au montage, alors la création d'usines, c'est un peu compliqué. Enfin, Oui, c'est mais un des complètement obstacles. investir dans des nouvelles chaînes de production, etc. Ouais, Et voilà, ça enfreint pas les règles européennes de libre concurrence ou je sais pas quoi. Enfin, je peux c'est imaginer, un ou de bon. l'OMC. OMC. Alors, c'est marrant parce que je me souviens plus comment ça s'appelle, mais je sais il y a une exception qui a été faite au niveau européen pour justement permettre le soutien spécifique des États aux entreprises. Ouais, Je me souviens d'accord. plus du tout Ok, comment ça il y a un dispositif. Ok, ok. Bon, s'appelle. parenthèse refermée, c'était juste par A curiosité. Parce priori, que c'est à se demander voilà, pourquoi on l'a pas fait pendant tout ce temps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. alors on l'a pas fait pendant tout ce temps déjà parce qu'on ne trouvait pas ça important, hein. Oui, oui, on en a parlé. Ouais. Enfin, après, Effectivement. pas faire. Après, il y a la question du CIR aussi. L'industrie pharma a quand même beaucoup touché sur le crédit impôt recherche et tout ça, mais c'est pas la question ici. Mais Ok. tu parlais, ouais, de liste de médicaments. Hmm. Alors les MITM, c'est pas vraiment une liste, c'est plutôt un statut parce que ça représente en gros 40% de la pharmacopée française, hein, donc il n'y a pas de choix qui a été fait. C'est tous les médicaments sensibles, c'est-à-dire qui sont un peu dangereux si jamais le patient les arrête. Donc il y en a beaucoup. C'est de l'ordre de 6000, je crois, un truc comme ça. La particularité de ces médicaments-là, c'est qu'ils ont une obligation de stock. Tous les médicaments, c'est une semaine par défaut. Et pour les MITM, c'est 2 mois, en fait, de stock. De stock industriel sur le territoire français. Donc, ça n'inclut pas les stocks éventuels qui peuvent être dans la chaîne de distribution, tu vois, chez les grossistes ou dans les pharmacies, qui de toute façon ne sont pas visibles des industriels. Mais c'est 2 mois. Et ça peut être extensible à 4 mois quand il y a eu des problèmes de rupture. Alors ça, c'est à double tranchant, ces mesures-là. Alors à la fois, c'est intéressant à court terme parce que ça fait toujours un tampon. Ça règle pas les problématiques de production ni d'attractivité et tout ça, mais c'est vrai que ça permet d'éviter des tensions d'approvisionnement de courte durée. Le fait d'avoir un stock tampon, ça c'est tout à fait, ça fonctionne. En revanche, c'est des coûts qui sont importants. Parce que devoir stocker 2 mois de tes ventes d'un médicament sur le territoire français, c'est des coûts de dépositaire et de logistique qui sont potentiellement importants et qui viennent se rajouter. Et encore une fois, on est sur des produits qui sont pour une grande majorité génériqués, pas chers. Donc ça peut représenter des coûts importants. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très utile pour essayer de créer une zone tampon pour moins souffrir des pénuries, mais qui vient impacter négativement potentiellement notre attractivité. Voilà. Ça, c'est la particularité de ces MITM. Ensuite, au mois de juin, là, donc c'est assez récent, juste avant l'été, il y a une liste de 450 médicaments essentiels qui a été publiée. Donc là, ça a été une démarche qui a impliqué notamment l'Agence du médicament, donc la NSM, et les sociétés savantes. Donc c'est les sociétés qui représentent les différentes spécialités médicales. Donc cette liste de 450, alors au début l'objectif c'était 300, mais il en est sorti 450. Donc l'idée c'était de savoir quels étaient les médicaments les plus essentiels. Bon, elle a été à juste titre hyper critiquée, cette liste. Donc c'était la première. Et on va espérer qu'ils sont en train de travailler sur une deuxième version parce que donc cette liste déjà, elle a été réalisée sans le concours de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé. Donc c'est quand même l'HAS, c'est quand même l'organisme qui va, par exemple, pondre tout ce qui va être recommandation de prise en charge et qui va dire pour telle maladie, la première intention c'est tel produit, la deuxième c'est ça, etc. Donc c'est vraiment une organisation qui est hyper importante sur la définition des choix thérapeutiques, la pertinence des choix thérapeutiques. Donc c'est étonnant qu'elle n'ait pas été impliquée. J'espère que dans la deuxième version, elle le sera. Et donc on constate des choses un peu hallucinantes, comme par exemple qu'il y a des classes avec des médicaments qui sont très similaires, qui sont quasiment au complet. Genre il y a 7 bêta-bloquants, toutes les statines,
quasiment tous les IPP, quasiment tous les antihypertenseurs. Donc en fait, il n'y a aucun choix qui a été fait. Donc est-ce que c'est une problématique de méthode? Est-ce que c'est une problématique de compréhension de la méthode par les experts qui ont fait ça? En tout cas, on se demande comment a été fait l'arbitrage. Et à l'inverse, il y a des médicaments qu'on ne retrouve pas du tout dans cette liste, genre l'ibuprofène, médicament à peine important et à peine consommé en France, voilà, donc je ne comprends pas. De toute façon, voilà, il y a pas d'AINS, il n'y a pas d'ibuprofène. On retrouve aucune contraception orale Ah féminine. ouais. Alors, en dehors des cas d'urgence, hein, il y a la pilule du lendemain, par exemple, et les deux molécules qui sont nécessaires pour l'IVG y sont parce qu'elles font partie d'un plan de santé publique par ailleurs, donc elles étaient d'office dans cette liste. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Je me dis, est-ce qu'on aurait oublié de demander à la Société de gynécologie française? Je ne sais pas. On n'a aucun traitement de l'asthme et de la BPCO, par exemple. Donc, salbutamol seul, par exemple la ventoline, par exemple, n'est pas dedans. Aucun antihistaminique de deuxième génération. Donc là, c'est tous les antihistaminiques qui sont, enfin la plupart qui sont utilisés actuellement, c'est-à-dire ceux qui font pas trop dormir. Donc pour ceux qui connaissent toutes les Claritine, Aerius, Zyrtec, etc. Il n'y en a aucun. Donc là aussi, ça m'a énormément questionné parce que ce sont des produits qui sont très largement utilisés. Alors il y a un antihistaminique qui est une vieille molécule, à l'immémazine, qui est bon, pas pertinente dans la plupart des cas. Est-ce Donc qu'inversement, il y a des médicaments présents dans la liste qui ne sont pas forcément si vitaux? ouais, il y a la revue Prescrire qui a fait un article intéressant là-dessus et qui remet en question pas mal d'usages. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur la présence de sildenafil et tadalafil, qui sont les molécules de Viagra et Cialis. Donc là, ouais, on peut vraiment se questionner. Est-ce que c'était vraiment important? Alors, là où les réponses qui ont été faites souvent, c'était que ces molécules-là, en fait, en dehors de la dysfonction érectile, elles sont utilisées dans une autre pathologie, l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais c'est une pathologie hyper rare. Donc là, on se dit, OK, c'est des médicaments qui peuvent sauver des vies, mais là se pose la question de l'arbitrage quantitatif qui a été fait. Est-ce bien nécessaire de garder ces molécules pour quelques patients? Bon, voilà, ça a fait une polémique qui a fait sourire. Voilà, mais le fait qu'il n'y ait aucun antihistaminique, quasiment aucun produit d'ophtalmo aussi, enfin, on se dit, bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première. Je sais qu'ils travaillent sur une nouvelle version. On va espérer qu'ils font mieux, voilà, qu'ils vont peut-être consulter tout le monde et tout. En tout cas, cette liste, elle a servi à une chose. Au-delà de savoir un petit peu globalement tout ce qu'on a envie, tout ce à quoi on a envie vraiment de prêter attention, ça a permis aussi de déterminer les produits qu'on a besoin de relocaliser. C'est-à-dire que là, c'était vraiment les produits essentiels d'un point de vue sanitaire. Et ensuite, ce qu'on a appliqué, c'est un filtre de criticité et de vulnérabilité en fait de la chaîne de production. Donc parmi ces médicaments, il y en a peut-être qui sont déjà fabriqués, alors principe actif et produit fini en Europe. Dans ce cas-là, ils ne sont pas prioritaires pour la relocalisation. Donc le filtre qui a été appliqué, c'est de se dire c'est lesquels qu'il faut relocaliser en priorité. Donc il y a 50 médicaments qui sont sortis de ça. Et pour l'instant, il y en a à peu près 25 qui font l'objet de projets de Ok. relocalisation, totale ou partielle, alors aval ou amont, ça dépend. Il y a des projets sur les principes actifs et autres, mais Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, non? Enfin, ouais, c'est plutôt pas mal. pas mal. Alors ouais, alors et puis Après, par bon, contre, question de curiosité, une fois qu'on relocalise, on dit bon bah ok c'est très bien, ou pour ce qui est déjà relocalisé c'est très bien. Est-ce qu'on a pour autant, en cas de pénurie, le pouvoir de dire hop hop hop, arrêtez d'exporter ailleurs, on en manque en France? alors ça existe déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un produit qui est en rupture, l'ANSM peut interdire l'exportation de ce produit-là. D'accord. On risque pas des mesures de rétorsion de nos partenaires commerciaux pour dire ah bah vous êtes sympa, vous nous coupez. Alors, mais bien sûr que si, ça pose, mais un peu comme la question des stocks dont je te parlais tout à l'heure. Ça aussi, ça fait grincer des dents l'agence européenne parce que les stocks que tu bloques sur le territoire français, c'est une entrave à la libre circulation. C'est bon, ça, voilà, c'est pas forcément simple. Cette question-là, alors il y a la question des exports parallèles, parce qu'il y a vraiment une question de business là-dessus aussi, c'est que la particularité de la France, c'est qu'il y a des prix de médicaments qui sont beaucoup plus bas que les pays voisins. Alors pas sur tous les médicaments et tout ça, mais sur les médicaments pas chers particulièrement. Et donc il y a des exports parallèles qui peuvent se faire.
C'est-à-dire que concrètement, des grossistes qui achètent le médicament 1,50 € en France parce qu'ils reconditionnent et qu'en Allemagne, ils le vendent 4,50 €. Donc ça pose des gros problèmes. Donc déjà, la priorité, c'est d'effectivement interdire et rendre impossible cet export parallèle. Mais le problème est aussi lié au fait de la concentration. Alors, on peut se dire qu'a priori, si on a chez nous une usine qui produit un médicament pour l'ensemble de l'Europe, alors avec quelques exceptions pratiques, mais il y a peu de chances que nous, on se retrouve en rupture tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des chances pour qu'on puisse encore fournir normalement nos autres clients et nos voisins. Alors avec des bémols, ça dépend de si on fabrique des choses très spécifiques pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'il y a aussi un enjeu d'harmonisation qui est hyper important au niveau européen. C'est-à-dire que tu ne peux pas importer n'importe quoi. Et si ce n'est pas la même forme qui est commercialisée dans les différents pays, ça fait beaucoup moins de fluidité. Et c'est la question, notamment la question des conditionnements. C'est une question qui ressort beaucoup. Une harmonisation de tous les conditionnements au niveau européen, ça permettrait une beaucoup plus grande fluidité, c'est-à-dire que ce serait beaucoup plus simple, soit de dépanner, soit d'être dépanné par un voisin, si tout le monde a l'amoxicilline avec le même dosage, avec les flacons de la même taille et avec le même nombre de comprimés, les mêmes nombres de boîtes, etc. par exemple. Enfin, de comprimés dans les boîtes et tout. Petite parenthèse pratico-pratique même. Donc oui, on a déjà un dispositif qui permet ça. En revanche, tu avais tout à fait raison tout à l'heure quand tu faisais référence à l'Inde et à la Chine. C'est ce qu'on a remarqué notamment au moment du Covid et tout ça, c'est qu'elles ont servi en priorité leur marché intérieur. Et ça me paraît difficile de leur reprocher. Je pense qu'on serait les premiers à hurler de savoir que la France envoie à l'extérieur des boîtes. Et donc, ça pose toute la question de la dépendance, toute la question de la souveraineté sanitaire, effectivement. J'ai lu notamment que, par exemple, l'Allemagne et l'Angleterre, ils produisent sur leur sol, alors je parle de produits finis, 80% de leur générique. Ah ouais. Ouais, un peu surprise. Je me suis dit, Et nous, c'est de quel ordre? Une volonté. Nous, j'ai pas trouvé précisément cette valeur. Du coup, c'est quelque chose que je vais creuser, manifestement beaucoup moins, parce qu'après, c'était une volonté politique de leur part aussi, d'être autonome. Alors, je parle de la fabrication de produits finis, hein. Pas forcément du principe actif, hein, parce que sur ces produits-là, sur les vieux produits matures, 90% des principes actifs, ils viennent d'Asie, hein, d'Inde et Ah de oui, Chine. quand même. Voilà. Ok, ok. Donc c'est une indépendance ou une autonomie relative, mais c'est déjà quelque chose parce que c'est aussi ça peut aussi te permettre, par exemple, de stocker de la matière première. Je pense par exemple à l'anecdote il y a un laboratoire qui avait été échaudé parce qu'il a eu un problème de pénurie. Alors, c'était pas de bol, ils ont eu deux problèmes dans deux usines. Un premier problème parce que c'était un problème de commande du principe actif, une erreur dans la commande et on n'avait pas commandé assez suffisamment et du coup, il y a eu un délai et une autre usine qui a pris le relais, qui a eu un pépin elle aussi. Aujourd'hui, du coup, ils stockent 1 an de principe actif. Voilà, par exemple. Ils prennent les devants, ils ont été bien refroidis. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus facile, je pense, à faire pour un site de production, de stocker une plus grande quantité de principes actifs que de stocker énormément de produits finis. Voilà. Bien. Est-ce qu'on passe au... finalement, qu'est-ce qu'on peut projeter à partir de tout ça, si on prend le Alors, dernier chapitre de notre échange là-dessus, mais oui, voilà, où est-ce qu'on va avec tout ça? Est-ce que la situation va peut-être encore, enfin le temps de retourner à la situation, ça prend quand même peut-être quelques années, donc on est parti pour au moins quelques années d'aggravation. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qui est anticipable à horizon 4-5 ans, comment tu vois l'avenir de l'industrie pharma dans les prochaines décennies, entre autres avec les sujets de énergétique, le prix de l'énergie qui augmente et autres sujets qui t'habitent, comme c'est mon cas. qui m'habite notamment au travers d'Adrastia. Alors, que nous réserve l'avenir? Je pense que déjà, on peut essayer de se dire, on part sur un socle commun. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Globalement, ce qui nous attend, on a de bonnes raisons de penser que ce sera une grande descente énergétique et matérielle. Voilà, comme le dit très bien Jean-Marc Jancovici, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura plus de problèmes et moins de moyens, globalement.
En termes spécifiquement, donc pour l'ensemble de la société. Après, comment est-ce que ça s'applique à la santé? Pour la santé, ce qu'on peut pressentir pour l'instant, alors en absence de politique, de santé publique particulière, mais c'est plus de pathologies cardiovasculaires, plus de cancers, potentiellement le retour des microbes qu'on pensait avoir vaincus. Mais ça peut être voilà, le retour de nouvelles pandémies, donc ça peut être des nouveaux virus, ça peut être le développement de pathologies vectorielles qui n'étaient pas forcément Bah, très c'est présentes ça. sur notre sol. Dengue, chikungunya, bon, on Zika, l'observe déjà un peu. palu, Zika, voilà. ouais. La Et maladie de Lyme, bon. ouais, le palu, tout ça. Mm, mm. Mais pas que, hein. Ça peut être aussi des bonnes vieilles bactéries locales ou des choses comme ça, qu'on savait traiter. Mais avec le développement de l'antibiorésistance, Ah oui. on peut avoir aussi, ce genre de problème. Donc vraiment, Oui, donc ça, parce que tout ce qu'on a dit précédemment, c'était lié au réchauffement climatique. Là, l'antibiorésistance, c'est encore autre chose. Ouais. non, ouais, ça vient s'ajouter, c'est-à-dire que c'est le retour des microbes, c'est pas que des nouveaux qu'on connaissait pas, quoi, enfin, ou qui étaient pas et Mm. qui étaient pas encore là. Ça peut être aussi ceux qui étaient là, qu'on arrive à contrôler aujourd'hui parce qu'on a encore des antibiotiques, qui sont efficaces et qui sont accessibles, disponibles et tout ça. Demain, potentiellement, ces microbes-là, ils peuvent nous commencer à nous résister. Donc il y a ça. Probablement plus d'exposition de nos organismes à, je pense, vagues de chaud, difficulté à se chauffer en hiver. Tout ça, ça impacte aussi fortement la santé. Je me pose vraiment aussi la question de l'impact de changement d'activité physique, peut-être aussi demain. Si on a un changement des mobilités, alors je ne sais pas si on peut parler de retour au champ, mais on en discute souvent. Mais peut-être qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de monde qui travaille dans l'agriculture et tout ça. Ça, c'est à double tranchant pour moi. Ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé à certains titres, le fait de changer de modalité de déplacement, par exemple. Alors peut-être que demain, ce sera, je ne sais pas moi, moins de diabète, moins d'obésité et plus de troubles musculo-squelettiques, hein, liés au travail au champ. Donc des modifications en tout cas des pathologies qui vont être associées à l'activité physique. Et malheureusement, on peut aussi se poser la question de la conflictualité et donc de l'émergence de violences, aussi, de violences civiles, hein, je pense. Pas Mm. forcément sur des terrains d'opérations lointains, mais ça peut aussi, c'est des choses qui peuvent impacter aussi les besoins de soins, les besoins de prise en charge et donc les besoins de médicaments qui sont associés à ces soins. Donc globalement, je pense que il faudra qu'on investisse, et là je parle d'argent, de moyens d'une façon générale, de plus en plus pour essayer de préserver à peu près le même niveau de soins. Et par ça, j'entends arriver en fait à soigner les mêmes pathologies, avoir le même niveau de soins entre guillemets. C'est-à-dire pas trop la question du qui, mais la question du quoi. C'est de se dire, si on veut pouvoir aujourd'hui, demain, continuer de soigner une maladie qu'on arrive à soigner aujourd'hui, il va falloir investir de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure avec la question du modèle économique. Là, on est dans une période de flottement. On a été dans une dynamique de baisse successive sans réfléchir pendant 20 ans. Là, on se dit, oh là là, on est peut-être allé un peu loin, on va réajuster. Je pense qu'à court terme, il va falloir envisager exactement le mécanisme inverse pour les médicaments, ces vieux médicaments essentiels. C'est-à-dire que peut-être que le plan, ça va être de se dire, il va falloir dire plus 5, plus 10% chaque année, peut-être indexé sur l'inflation, si on veut pouvoir maintenir l'approvisionnement de ces produits-là. Ça, c'est Ce qui serait forcément un peu au détriment d'autres choses, surtout si la richesse ça, nationale n'augmente pas, voire baisse. Voilà. Mais tu nous mets au devant de ce choix, en tout cas. complètement. Alors, autre parenthèse, une autre proposition du Sénat qui me plaît beaucoup. Alors, il parle de création d'un secrétariat général du médicament. J'ai moyen, par contre, moi j'ai plutôt envie de l'appeler l'établissement français du médicament, pour faire référence déjà à l'établissement français du sang,
parce qu'on oublie, mais tous les médicaments ne sont pas des produits privés en France. On a des exceptions, notamment les produits sanguins labiles sont aujourd'hui produits par un établissement public, qui est l'Établissement français du sang. C'est notre exception. Il y a beaucoup de médicaments dérivés sanguins aussi qui viennent du LFB, du laboratoire de fractionnement biologique, qui appartient à l'État aussi. Donc, on sait déjà un petit peu faire cette gestion publique, et je suis tout à fait d'accord avec eux que aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, c'est que la puissance publique reprenne en main ces produits de consommation qui ne devraient pas être des produits classiques que sont les médicaments. Ça permettrait aussi de pouvoir les produire à des prix justes et transparents, avec une production publique. Donc, un établissement qui pourrait à la fois coordonner du coup cette production avec potentiellement de la production en propre, mais aussi du partenariat public-privé, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas faire sortir de terre 150 usines comme ça du jour au lendemain. Public. Donc, je pense on peut s'appuyer sur un tissu local de PME et de TI hyper intéressant, avec qui on peut faire des accords. Et eux, ça leur donnerait de la visibilité sur les volumes et d'avoir des produits qui seraient donc publics, des médicaments publics. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que c'est complètement nécessaire. Et ensuite, c'est question d'arbitrage budgétaire. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que ce qu'on doit prioriser, c'est de sécuriser cet essentiel. Donc, sécuriser l'ensemble de ces vieux médicaments qui sont aujourd'hui ceux qui sauvent et qui soignent le plus de monde. Voilà, s'assurer qu'on peut avoir une production locale fiable. Donc, c'est une première chose. Après, si on est OK pour mettre plein d'argent dans la santé, et moi j'en serais ravie, qu'on considère que c'est un pilier absolument essentiel de notre société et qu'on est prêt à y mettre beaucoup, beaucoup de budget, si en plus on peut se permettre de financer toutes les innovations, moi je dis tant mieux. Si c'est pas le cas, si on est effectivement obligé de faire des arbitrages, je pense que c'est hyper important de commencer déjà à se poser la question de quelles innovations on va financer. C'est-à-dire, si on est prêt, parce que j'espère qu'on le saura encore, à mettre de l'argent là-dessus, ça ira pas juste se fournir en médicaments essentiels. C'est une question qui va être clé, parce que je pense pas que dans un contexte hyper contraint d'un point de vue budgétaire, ce soit une priorité pour nous de se dire « Ah, ce nouveau médicament à 1 million d'euros qui va soigner 50 patients, ce soit une priorité ». Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses dans l'innovation. Malheureusement, moi, quand je regarde aujourd'hui les pipes de beaucoup de grands laboratoires, et c'est des choses aussi qui mettent en avant, beaucoup de laboratoires se focalisent à fond sur les maladies orphelines. Alors, c'est pas un hasard, hein. Les laboratoires sont des entreprises privées, avec une nécessité de rentabilité pour leur survie et des objectifs de profit. Voilà, qui sont souvent soutenus, enfin détenus par des fonds de pension et tout ça. Donc c'est ouvertement des sociétés qui ont besoin d'essayer de faire un maximum de profit. Et donc ces laboratoires, ils se dirigent vers quoi? Ils se dirigent vers les médicaments pour lesquels les payeurs, donc c'est-à-dire souvent les systèmes de santé, disent nous on est prêt à payer pour ça. C'est-à-dire que c'est nous qui orientons aujourd'hui les choix de recherche des laboratoires. Ils font ça parce qu'on leur a dit qu'on était OK pour payer pour ça. Et ça marche aujourd'hui. Ils arrivent à avoir des prix très intéressants pour ces produits-là. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre en question ça et de se dire, est-ce que notre priorité de demain, ce sera d'essayer de sauver les 50 patients qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à sauver, ou plutôt la maladie pour laquelle il y a 50 patients qu'on n'arrive pas encore à sauver. Je pense qu'on aura toujours besoin d'innovation. Parce que l'innovation, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi de trouver un nouvel antibiotique, par exemple, qui sera très utile sur des pathologies du quotidien et qui pourra soigner énormément de monde. Ça peut être des améliorations de processus, ça peut être plein de choses. Donc la question, c'est pas de se dire on n'innove plus et tout ça, bien au contraire, c'est de se dire c'est quoi vraiment les innovations qu'on a envie de soutenir. Donc ça nous ramène à la question du travail de prospective, qui est encore, à mon avis, pas du tout assez approfondi, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait est basé sur le modèle actuel, sur les consommations de médicaments actuels. Donc, on ne se projette pas du tout ce sera la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, cette question de la recherche, et pour moi, elle est importante, parce que le problème, c'est qu'il y a une inertie énorme dans la recherche. Encore plus que dans la prod. C'est-à-dire que là, moi, je pense que cette inflexion potentiellement budgétaire et tout ça, elle peut arriver relativement vite. Et le problème, c'est que c'est dans 5-10 ans
que les laboratoires vont avoir dépensé 1 milliard et vont dire: «Bon alors, ce médicament, je voudrais me le faire rembourser». Donc là, il risque d'y avoir en fait, un vrai problème entre, les orientations de recherche qui ont été prises, il y a 10 ans, avec un cadre qui était celui qu'il était et potentiellement des, modifications de priorités en fait, de priorités en termes de financement, qui risquent demain de dire: «Bah, finalement non, ça on peut plus se le permettre en fait». Donc je pense que c'est très important qu'aujourd'hui les pipes et les orientations de recherche soient revues et qu'on se pose la question de, la disponibilité des fonds dans 10-15 ans pour les médicaments qu'on est en train de développer. Donc cette question de perspective de prospective toujours qui je trouve manque, de se dire: «C'est quoi les scénarios auxquels il faut qu'on se prépare? C'est de quoi dont on aura besoin?» parce qu'on parle d'un côté de recherche, on parle de l'autre côté de production industrielle. Ces 2 filières, elles ont une inertie qui est hyper importante. Hmm, tout à fait. C'est Ok, ok. ça représente des événements des investissements qui sont vraiment colossaux. Donc tout ça, c'est plutôt sur du court, moyen terme et après à long terme, idéalement, j'aimerais bien qu'on commence à préparer la médecine low-tech. Alors, ça Ça veut dire quoi? Alors, j'allais poser des questions aussi sur la sobriété La médicamenteuse, la mais santé low-tech. Bah, alors dans les mesures, c'est vrai que moi j'ai beaucoup parlé des mesures pour préserver notre accès aux médicaments, et du coup, je suis passée à côté de l'évidence. La première chose à faire, la première chose sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est la prévention. Je dirais la sobriété, la fameuse sobriété en santé, c'est déjà c'est quoi les médicaments, comment faire pour avoir moins besoin de ces médicaments-là. Donc ça, c'est ce qui paraît évident. C'est un sujet que tu avais déjà bien abordé avec Jean-David Zetoun. Euh, on pourrait commencer par réformer notre modèle agricole. On, on sait exactement comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Et bon, pour l'instant, on ne le fait pas. Lutter contre les autres sources de pollution. Tu en as parlé aussi récemment dans une de tes interviews. On sait que c'est on commence problématique. à les explorer, ces questions de pollution chimique sur ce podcast où je ne connais pas grand-chose et j'ai pas autant d'historique dessus que sur d'autres questions comme l'énergie et le climat. Mais oui, Jean-David Zetoun, il y a eu Dorothée Moisan sur le Les plastique et Tania plastiqueurs. Pachel sur les Ouais. perturbateurs endocriniens en lien avec le plastique aussi. Donc oui, oui, non, tout ça est préoccupant et on se dit que bon ben oui, on n'a pas vu le bout de toutes les maladies que ça peut générer. Donc, ça va être un peu la surprise du chef, j'imagine, les PFAS, tout ça. Mais effectivement, au moins, la bonne nouvelle, c'est que on peut prévenir. Ouais, alors c'est pas pour ça que, enfin, il y a une vraie question de timing aussi là derrière, hein, mais c'est vraiment la prévention, il faut s'y mettre tout de suite. Donc vraiment, déjà sur les aspects modèle agricole et puis bah, s'attaquer aux produits de l'agro-industrie, hein, les produits ultra transformés. Je veux dire, là, je pense qu'il y a un potentiel important de réduction du besoin en médicaments, ce qui soulagerait justement la pression sur cette filière industrielle, prévenir l'usage des drogues, enfin bref, la liste est longue de tout ce qu'on pourrait faire et on sait déjà beaucoup de choses pour essayer de diminuer ce besoin et de soulager la pression sur cette filière. Après, la question de la santé low-tech, euh, c'est pas tant sur le médicament que pour moi elle se positionne. C'est plus sur une considération de la santé globale. Je pense que c'est un travail qui est à peine défriché aujourd'hui et que c'est un travail qui se situe beaucoup plus au niveau des praticiens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que la santé low-tech, ce sera surtout comment est-ce qu'on évite d'en arriver à avoir besoin du médicament. Voilà, je pense que la clé, elle est là, en termes d'organisation des soins, en termes de gestes, de plein de choses. Euh, Pourquoi? Parce que là où je suis un petit peu pessimiste, c'est que la plupart de ces médicaments, ils sont nés avec l'industrie. Ce sont des purs produits industriels. Voilà, en tant qu'effondriste, moi je me fais très peu d'illusions sur la capacité de notre société à maintenir à très long terme des filières industrielles. Alors certes, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je suis convaincue qu'il y a un moment où on ne pourra plus soutenir ce type d'activité. Donc, d'un côté, la bonne nouvelle, c'est que avant cette dimension industrielle, il commençait à y avoir des médicaments, donc il y avait déjà
quelques molécules, alors je pense aux tout premiers antibiotiques, les tout premiers anticancéreux et tout ça. Il y avait quelque chose qu'on savait faire. Le problème, c'est qu'on a perdu le savoir-faire. Donc, il y aura cet enjeu de récupération du savoir-faire, de choses, de produits assez basiques. Parce que aussi, l'être humain est hyper ingénieux, hyper créatif. Je me dis qu'on peut nourrir l'espoir que des médicaments purement industriels, on puisse trouver des moyens assez low-tech, qui requièrent assez peu de matériel de pointe, qu'on puisse arriver à continuer à les synthétiser. Donc peut-être qu'il y a aussi un petit peu d'espoir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je pense que la low-tech, elle est surtout du côté de la pratique médicale. Comment est-ce qu'on peut retrouver des gestes cliniques et voilà, il y a la question du médicament, mais enfin, toute la question autour, la question du diagnostic. Je veux dire, on fera comment si on n'a plus de médicaments, on n'aura plus d'imagerie médicale, on n'aura plus de beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'on peut réinventer en fait la médecine, alors bien évidemment autour de la prévention, dans un monde où on n'a plus forcément accès à de la production industrielle. Hmm. C'est une vraie question. Vaste question. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un autre épisode, le temps que ça chemine un petit peu. On a fait un Ouais. bon tour là. Ouais. Ah ouais, non, non, mais merci beaucoup. On a fait un bon tour du sujet. Alors, bon, évidemment, sur Thinkerview, tu en avais pour 2h30. Alors, bon, si on met de côté les interruptions et les 1000 parenthèses que tu as dû ouvrir pour préciser des points parce que tu étais interrompu, bon, bref. Mais quand même, là, non, non, je pense que Alors, c'était on a complémentaire. fait un bon panorama. Comment? Ouais, c'est complémentaire parce que sur Thinkerview, j'ai beaucoup détaillé sur le médicament en fait. Oui, oui, d'ailleurs, bah, Sur le médicament, son développement, sur la science aussi, j'ai beaucoup parlé oui, de la science, la méthode chose qu'on a moins scientifique. faite aujourd'hui, Ouais. mais ça a été l'occasion effectivement de développer certains sujets que tu n'avais pas eu l'occasion de faire, et puis Mm. de faire un point sur l'actualité. D'ailleurs, ça se prêterait dans quelques mois à refaire, hein. Bon, c'est un sujet assez passionnant. Écoute, merci beaucoup Clémence. Avec plaisir. Merci à toi pour ton Passionnant. invitation. Ouais, non, non, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Salut Cyrus.